ce soir particulièrement sur le thème des œdèmes pulmonaires. Donc c'est une série de 4 séminaires. Le premier sera ce soir, ensuite on en aura 3 autres durant l'année. Donc je vous invite à aussi vous joindre aux autres événements qui vont suivre. Donc j'ai le plaisir aussi de vous présenter les 2 intervenants de ce soir. Donc en premier, c'est Madame la docteure Delphine Brizard, qui est donc cofondatrice d'aide spécialiste du centre de spécialité ici. Elle a obtenu son diplôme de vétérinaire à Milan en 2003. Elle a fait une formation d'échocardiographie générale à Berne. Elle a ensuite travaillé dans le centre de Monsieur Amberger à Nimavet. Elle a ensuite été indépendante et itinérante dans la région pour la cardiologie et l'échographie. En parallèle, elle a obtenu encore le Certificate of Small Animal Cardiology en 2017 et a aussi travaillé à Milan avec le professeur Santilli à l'unité de cardiologie à Milan, donc, et a obtenu aussi la certification en électrophysiologie et troubles du rythme. Ensuite, on aura notre deuxième intervenant, que vous connaissez certainement tous, c'est monsieur le docteur Christophe Amberger, qui a lui donc obtenu son diplôme vétérinaire à Berne en 1985, son doctorat aussi en cardiologie en 87, qui a obtenu ensuite le Collège européen en cardiologie en 98, et qui a ensuite travaillé dans diverses universités, en particulier à Paris, à Maison-Alfort, avec le professeur Chetboul, et aussi obtenu le titre de professeur de cardiologie à Bâton Rouge aux États-Unis. Et il est également, je pense comme vous le savez tous, propriétaire de son cabinet vétérinaire ici à Genève, avec la spécialité de cardiologie. Et il est aussi, à partir de cette année, je crois, oui, ici comme vétérinaire référent en cardiologie tous les mercredis. Voilà, donc on va pouvoir commencer avec cette super formation qui s'annonce très passionnante sur les œdèmes pulmonaires. Donc voilà, je vous laisse profiter de la soirée. Merci beaucoup. Donc je vais commencer par ce qui est ennuyeux. Je vais laisser aux vieux ce qui est un peu chiant, parce que ça après c'est plus facile. Alors, il va falloir qu'on passe un peu sur qu'est-ce que c'est qu'un œdème, parce que ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas toujours évident. Se rappeler un petit peu de physiologie, parce que faut qu'on sache comment ça fonctionne avant de comprendre pourquoi ça fonctionne plus. C'est le troisième point. Et puis on va séparer assez rapidement entre ce qui est cardiologue de ce qui ne l'est pas. Donc l'œdème aigu du poumon de manière congestive, ou toutes les autres possibilités d'un œdème aigu qui malheureusement sont assez fréquentes. On va essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire, parce que le but de tout praticien, c'est un peu de comprendre. Naturellement, c'est toujours juste avant la pause de midi ou à 7h quand on part. C'est toujours dramatique parce qu'il allait très bien jusqu'à il y a 5 minutes. Alors qu'en réalité, il y a quand même pas mal d'appels qui étaient là avant, et si les propriétaires étaient un peu plus avenants à regarder ce qui se passe et à écouter leurs chiens, ça aurait été bien. Et puis sur la fin, on va profiter du fait qu'on est peu. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez directement et on attaque ce qui peut vous intéresser vous ce soir. L'œdème aigu du poumon, c'est voilà, comme son nom l'indique, c'est aigu. Ça va bien, tout va très bien jusqu'à ce que ça n'aille plus. Et quand ça va plus, tout d'un coup, ça va vraiment plus. Et vous avez un beau chien dont la langue était rose qui passe au bleu et très rapidement au noir. Alors c'est clair, quand c'est noir, c'est juste trop tard, c'est qu'il est mort. Idéalement, si on peut intervenir 5 minutes avant, c'est pas mal. C'est toujours un truc d'urgence, donc il faut qu'en 5 minutes, vous avez rarement plus. C'est la décision, qu'est-ce que j'ai devant moi? Il respire pas, c'est quand même assez court. S'il mange pas ou qu'il boit pas, on peut attendre un peu, mais s'il respire pas, c'est quand même assez court. Il faut prendre une décision. Et
On n'a pas toujours à disposition images radiographiques, parce que quelquefois, ils sont tellement mal qu'on ne peut pas faire de radio. Donc, il faut arriver à prendre des décisions assez courtes sur des problèmes rapides. Si on a une radio, c'est bien, parce que déjà, on peut se dire, est-ce que le cœur est gros ou pas? Pour autant qu'on voit encore le cœur, parce que quand tout est couvert, on ne le voit plus. Une fois qu'on a la taille du cœur, on va regarder l'architecture des vaisseaux, et puis on va pouvoir faire déjà une première décision, alors cardiaque ou respiratoire. Tout ce qui est cardiaque, Delphine va revenir dessus, mais en gros, très rapidement, il y a la forme du cœur. C'est côté gauche, côté droit, ou c'est tout le cœur. Est-ce qu'on voit encore les vaisseaux? Est-ce qu'on a encore une idée de trouver la structure? Est-ce qu'on voit encore artère bronchienne? Parce que là, c'est quand même ça et un stéthoscope, vous avez tout, il n'y a rien besoin d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut penser à faire. Et si on n'a plus rien, se dire, OK, au niveau pulmonaire, qu'est-ce que j'ai comme structure? Est-ce que ça va nous donner un coup de main pour la première injection? Parce que la première injection, elle va être vraiment définitive ou pas. C'est-à-dire, vous le sauvez ou vous le tuez. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel on est confronté. C'est ça l'urgence. L'urgence, on n'a pas le temps de pécloter à rouvrir des livres. De toute façon, plus personne n'a de livre maintenant à chercher sur Internet. Quelle est l'origine principale? Une fois qu'on a un œdème. Quelle est la liste des problèmes? Rapidement, même si on a peu de temps, essayez. C'est quoi comme chien? C'est un chiot? Ah, c'est un chiot, puis il y avait un fil comme ça qui traînait. Même un fil comme ça peut être vachement dangereux. Et les petits chatons qui vous bouffent les fils du téléphone, ça fait des jolis arcs électriques. Il faut aussi y penser. Essayez de prendre le temps. Qu'est-ce qu'on a eu comme problème avant? C'est un vieux chien insuffisant cardiaque, il y a peu de chances qu'il ait bouffé le fil. C'est un jeune chiot, quand même. Ensuite, rapidement, qu'est-ce qu'on fait en fonction de la clinique? Regardez l'état du chien, du chat ou de n'importe quoi qu'on veut amener dans les tresseries et qu'est-ce qu'on va faire tout de suite pour essayer de soulager avant de faire d'autres bêtises. Donc quelque chose qui va aider le chien. Petit rappel de physio, c'est relativement simple. Vous avez deux pressions différentes qui s'opposent. La pression hydrostatique, c'est ce qu'il y a dans le tuyau. Et si vous poussez un peu la pression dans le tuyau, il va se mettre à suinter. C'est tout bête. Et puis de l'autre côté, à l'intérieur, comme c'est pas de l'eau que vous avez mais du sang, il y a une certaine pression interne qui est en fonction de tout ce qu'il y a comme métabolite dans le sang. Donc vous avez une opposition de la pression physique simplement à la pression oncotique. Ces deux s'équilibrent naturellement. Donc tout marche bien, vous avez autant qui rentre que qui sort. Donc on a un passage de liquide en permanence du capillaire vers l'interstitium alvéolaire, et puis on a un drainage lymphatique qui va équilibrer le reste. Donc c'est toujours un peu ennuyeux, mais si on essaie de penser, ok, est-ce que j'ai un problème de pompe? Est-ce que j'ai un problème de liquide? C'est mon tuyau qui va pas? J'essaie de faire passer de la confiture dans le tuyau, ça va pas bien non plus? Ou est-ce que c'est les deux? Parce que c'est quand même sur cette base-là qu'on va pouvoir déterminer par rapport à un poumon normal, est-ce que j'ai une accumulation de liquide qui va passer depuis la barrière capillaire dans l'alvéole et en clair me noyer le chien. Genèse de l'œdème aigu du poumon, problème purement physique, mécanique, le cœur qui foire. J'ai une augmentation de la pression capillaire. Mon jet qui est fermé, puis j'ouvre le robinet à fond. C'est clair qu'il y a un moment, ça va pas bien se passer, ça. Donc, j'augmente ma pression hydrostatique. J'ai trop de pression, donc, comme j'ai trop de pression, mon jet, il fuit. Il va fuir dans les alvéoles. J'ai une augmentation de la perméabilité capillaire qui fait que, petit à petit, la pression capillaire va être supérieure à la pression oncotique, parce que mon sang, il n'a pas changé. Il y a toujours le même taux de protéines. Et puis, je vais avoir des modifications avec un passage. Ces modifications-là vont, en plus, m'abîmer le surfactant. Le surfactant, c'est l'espèce de protection que j'ai autour des alvéoles. Quand j'ai une pression pulmonaire augmentée de manière chronique, mon surfactant va souffrir, ce qui va m'abîmer toute la structure, déclencher des cascades inflammatoires, et c'est parti pour l'œdème. Donc, quand j'ai une augmentation de la pression hydrostatique, c'est du liquide qui part, mais c'est de l'eau, dans celui-là, quand c'est non cardiogène, c'est en réalité une modification de la structure. Donc j'ai une atteinte par quelque chose que le chien a respiré, par quelque chose que le chien a mangé. Il y a pas mal de
certains champignons, par exemple, peuvent vous modifier passablement le surfactant. Et puis, il y a le traumatisme, tout simple. Le chat qui apprend à voler du 5e étage, généralement, le vol est très élégant, c'est l'atterrissage qui pose problème. Et ça, c'est donc, on a directement une agression ou une inflammation. Pensez à certaines bronchopneumonies purulentes, pensez à nos chères passerelles dont on a beaucoup de peine à se faire, le tout du chenil, des choses comme ça. Ça vous abîme terriblement la surface du poumon, et ça pendant des mois. Donc, en gros, on a deux structures différentes. On a le côté cardiaque ou le côté lésionnel. Il y a une atteinte directe sur le poumon ou un choc, un traumatisme cérébral peut vous modifier complètement la structure pulmonaire. Donc toujours penser un peu quelle était l'origine du problème. Est-ce que c'est un vieux chien tousseur ou est-ce que c'est un jeune chien qui vient d'avoir un accident? Dans l'hémodynamique, c'est relativement simple. Vous avez une différence ici entre la pression hydrostatique qui est censée être positive avec environ 7 mm de mercure et à l'intérieur des canaux lymphatiques, vous avez une pression négative à 5, donc un gradient de pression à 12. Ce ne sont pas des chiffres que vous avez besoin de retenir, mais c'est dans l'ordre d'idée, l'équivalent osmotique est à 11. La pression des protéines dans les capillaires par rapport à l'anesthésie, ça vous fait un gradient de pression de 11. 12 moins 11, 1. Canaux lymphatiques, ça vous draine ça tout tranquillement, il n'y a aucun problème. Dès le moment où vous avez une congestion, vos petites veines pulmonaires, là, elles sont plus petites justement, elles commencent à devenir énormes. Vous n'avez pas besoin de faire d'autres mesures, vous savez que dès le moment où vous voyez une modification, qu'elle soit radiographique, qu'elle soit à l'écho ou quoi que ce soit, la pression hydrostatique, elle n'est plus à 7, elle est à 15, 20, 30. Et là, le drainage lymphatique, à partir de 5, vous ne pouvez rien faire. Donc, dès le moment où vous avez une indication, une augmentation de pression capillaire, vous pouvez suspecter un œdème du poumon. Le drainage lymphatique a très très peu d'équilibre pour arriver à s'en sortir. Il peut tolérer 2 ou 3 mm de mercure, pas 10. L'augmentation de la pression capillaire à plus de 15 mm dépasse les possibilités de drainage, ben c'est la baignoire qui est pleine, ça déborde. Rapidement encore, l'œdème cardiogène, c'est presque toujours une augmentation de pression. La pression capillaire qui augmente, donc une congestion. Et l'œdème lésionnel, c'est une altération. Il s'est passé quelque chose, il y a eu quelque chose d'extérieur au chien ou au chat. Pensez à l'arc électrique, pensez à l'incendie, pensez à tout ce qui pourrait avoir eu lieu. Et du coup, ce sont deux choses complètement différentes. Une chose auxquelles on ne pense pas forcément, il y a naturellement le chien qui joue avec son os et puis qui se fait coincer dans... Ça vous fait des très belles images après d'œdème parce qu'il a juste plus à respirer, donc il tire comme un malade. Le chien de chasse, il aboie pendant, je ne sais pas combien de temps il va mettre à chasser son gibier, mais plusieurs heures, il aboie, et à force d'aboyer, il se fait des lésions du pharynx telles, il arrive à se déclencher un œdème secondaire. Strangulation, le propriétaire qui est sans arrêt en train de tirer sur son chien, le truc qu'on arrive bien. L'accident tout bête, vous rentrez dans l'ascenseur avec un bout de la laisse, le bout de la laisse reste derrière, la porte se ferme, l'ascenseur monte. C'est généralement des choses assez radicales. Et quand ils survivent, ils peuvent vous faire un œdème 3, 4, 5 jours après. Donc toujours prendre en amène qu'est-ce qui s'est passé avant. Parce que ça, c'est les gens vont venir en urgence parce que le chien est là, puis il va bien. Et puis naturellement, au J4 ou J5, vous êtes au ski, c'est le confrère qui vient, il n'a pas eu l'étiologie, il fait des radios, aïe aïe aïe, c'est cardiaque. Bah non, c'est pas cardiaque. Alors voilà, on va se concentrer maintenant sur l'œdème cardiaque ou l'œdème lésionnel. Et puis je pense que c'est le moment de laisser la parole au docteur Wizard, donc qui va un peu voir un résumé de l'analyse de d'où vient l'œdème. Ensuite, qu'est-ce qu'on obtient en tirant une radio, parce que c'est quand même le premier truc qu'on fait si l'animal n'est pas trop mal, ou l'écho quand on ne peut pas faire de radio. Décision. Donc, voilà, par rapport à ces origines de l'œdème, d'origine cardiogène, la plupart du temps, ce sont des décompensations de pathologie du cœur gauche.
Donc, ce qu'on voit le plus souvent par ici, en tout cas, c'est des compensations de maladies mitrales chez des chiens de petite race. Vous pouvez avoir des décompensations de cardiomyopathie dilatée, et ça, on est quand même plus habitué à le voir sur des chiens de grande race. Attention, ça peut être présent aussi chez les cockers américains ou les cockers espagnols. Un petit peu plus rare, et c'est plus forcément chez des jeunes, aussi des chats, c'est des décompensations de canal artériel persistant, les PDA, hein, ou des communications interventriculaires. On en voit un petit peu moins, mais ça donne aussi des compensations de cœur gauche. Les cardiomyopathies hypertrophiques, donc les chats européens, et puis toutes les races prédisposées qu'on connaît bien, les Maine Coon, les Ragdoll, les Sphinx, les Birmans, il y en a quand même pas mal. Aussi bien penser aux myocardites, les myocardites qui peuvent être infectieuses ou qui peuvent être en fait ce qu'on appelle des TMT, c'est des épaississements transitoires du myocarde qui peuvent survenir après une anesthésie, après un choc, un stress. L'étiologie est encore assez mal connue, mais ça mime exactement une cardiomyopathie hypertrophique avec les mêmes conséquences aiguës, donc une pathologie là aussi de cœur gauche, un œdème pulmonaire ou un épanchement pleural, seulement qu'elles ont normalement une résolution un petit peu meilleure, hein, un pronostic qui est quand même bien meilleur. Et puis, on peut avoir aussi des décompensations de tachyarrhythmie. Donc ça, c'est un petit peu moins connu, mais de l'œuf qui pond, comment on dit déjà, l'œuf qui pond, qui est le premier, hein, la poule ou l'œuf. Oui, les pathologies de cœur gauche, quand elles décompensent, elles peuvent aussi ils peuvent présenter des tachyarrhythmies, donc un rythme des tachycardies, quoi. Hein, mais vous pouvez aussi avoir de manière primaire des tachyarrhythmies qui vont arriver à faire fatiguer complètement le muscle cardiaque et mimer une cardiomyopathie dilatée, par exemple. Ça, c'est un thème qu'on reprendra peut-être dans nos cycles de séminaire qui est assez intéressant. Donc, dans la pathogénèse, hein, pourquoi cette pression hydrostatique, elle va commencer à augmenter dans l'interstitium pulmonaire? Donc, le principal déterminant de cette augmentation, c'est la pression à l'intérieur de l'atrium gauche. Cette augmentation de pression, elle va engendrer une accumulation de liquide dans l'interstitium pulmonaire et puis ensuite dans les alvéoles. D'abord, l'interstitium va prendre plus de place, hein, elle va se gorger d'eau, et puis les alvéoles. Plus la fuite mitrale, dans les cas de pathologie mitrale, hein, plus la fuite mitrale est importante, plus la pression dans l'oreillette gauche va augmenter. Et qu'est-ce qui se passe? Là, je passe du coup au petit point 2. Quels sont ces mécanismes de compensation? Mais qu'est-ce qui se passe si la pression elle augmente énormément dans l'oreillette gauche? Qu'est-ce qui se passe pour réduire en fait la contrainte pariétale et puis maintenir une pression, enfin essayer de faire descendre un peu la pression dans l'oreillette gauche? Qu'est-ce qu'elle fait? L'oreillette gauche ou l'atrium gauche, elle s'élargit. Hein, c'est l'élargissement de l'atrium gauche, c'est un mécanisme de compensation pour essayer de faire baisser cette pression et puis tenter que cette pression n'augmente pas plus que ça dans les capillaires pulmonaires. Au niveau pulmonaire, qu'est-ce qui va se passer comme mécanisme, disons, de compensation de protection? L'augmentation du flux lymphatique, hein, l'augmentation du drainage lymphatique jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. L'interstitium qui s'adapte, qui se gorge d'eau, qui se grossit. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le l'oncotic buffer effect. Donc, c'est un mécanisme de réduction de la pression oncotique dans l'interstitium pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. On a certaines études comme celle-ci qui ont mis en relation la pression dans l'atrium gauche en fonction du stade d'insuffisance mitrale, en fonction aussi de la taille de l'atrium gauche et de l'activité physique journalière de chiens qui étaient atteints de maladie mitrale. Ce qu'on peut voir, c'est que donc là, vous avez les kilos, vous avez la sévérité de la régurgitation mitrale,
Et vous avez le fameux paramètre atrium gauche sur aorte qui augmente. Hein. Plus la sévérité de la régurgitation mitrale augmente, plus cette oreillette gauche se dilate. Hein. Et puis, plus vous voyez aussi que cette pression, malgré l'oreillette gauche qui se dilate, cette pression, elle augmente de plus en plus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau des signes cliniques. Au début, vous avez les stades qui vont de mild à moderate, et on n'a pas de signes cliniques. Hein, et pourtant, on a déjà une pression dans l'oreillette gauche qui est bien augmentée. On a déjà un LA sur AO qui est pratiquement au maximum de ce qu'on considère normal, 1,6. Et puis, c'est tardivement qu'on commence à avoir des signes cliniques avec de la toux. Donc, quand le propriétaire dit mon chien tousse, c'est déjà, ou quand vous questionnez en disant est-ce qu'il tousse, non, bon, ça va. Non, on est déjà dans des phases un petit peu tard. Cette étude a montré aussi quelque chose d'intéressant. Ils ont regardé aussi la pression, ils ont mesuré la pression dans l'oreillette gauche pendant que les chiens faisaient une activité physique, et on a vu que pendant l'activité physique, elle augmente cette pression. C'est pour ça aussi qu'on fait bien attention à réduire l'activité physique des chiens qui sont insuffisants mitraux, parce que cette pression augmente, on peut avoir effectivement des crises des épisodes d'œdème pendant l'activité physique. Alors, ce qui nous a semblé intéressant, c'était de voir un petit peu comment on peut détecter quelques mois avant le risque d'œdème pulmonaire cardiogénique, parce qu'il y a quand même des outils qui nous permettent un petit peu de prévoir ça. Et qui ont été étudiés par plusieurs études. Les paramètres les plus importants, c'est, et que tout le monde peut utiliser, la taille du cœur, hein, le fameux VHS, la taille du cœur normalisée pour la taille de l'animal. 6 mois avant, dans cette étude, on a montré que 6 mois avant l'apparition de l'œdème pulmonaire aigu, on avait la taille le VHS, la taille du cœur sur la radio qui augmentait vraiment drastiquement. Vous avez aussi, comme deuxième paramètre intéressant, la fréquence respiratoire au repos. Donc, cette étude, elle s'est penchée sur celle au repos et puis celle carrément pendant que l'animal dort. C'est à peu près similaire. On voit bien que le groupe qui ne présente pas d'insuffisance cardiaque a une fréquence respiratoire autour des 30, voire plus basse. Et puis, le groupe qui présente une insuffisance cardiaque, pas forcément déjà un œdème pulmonaire, mais pour celui-là, par exemple, qui est pas loin, mais il a une fréquence respiratoire qui est quand même plus élevée. Donc, ça aussi, c'est une chose qu'on peut éduquer les propriétaires un petit peu. Quand on connaît que c'est quand même un chien à risque, c'est un petit Yorkshire qui a déjà une insuffisance mitrale stade B1, on peut déjà éduquer le propriétaire à veiller à sa fréquence respiratoire, parce que petit à petit, si on voit qu'elle augmente sur les prochains mois, on peut déjà se dire il va se passer quelque chose. Je voulais juste revenir sur qu'est-ce qui qualifie une cardiomégalie. Donc, c'est en réalisant, du coup, en mesurant le VHS. Hein. Je rappelle donc cette méthode développée par Dr Buchanan, où on va mesurer depuis la carène en haut de la cellule cardiaque jusqu'en bas, et puis perpendiculairement la largeur du cœur. Ça rapporté à partir de la vertèbre T4, compter le nombre de vertèbres. Donc, on doit être pour la plupart des chiens entre 8,5 et 11. La moyenne, on dit toujours que ça doit être autour de 10,5, enfin en tout cas moins que 10,5. Juste se rappeler que les boxers, les labradors, les espagnols aussi ont des vertèbres plus courtes. Donc on a un Buchanan, un VHS qui peut monter jusqu'à 11,8. Et puis on a des chiens comme les Whippets qui ont été sélectionnés par rapport à la performance, donc qui ont des cœurs un peu plus larges. Et là aussi, ils montent un petit peu plus vers 11,5. Les chats, on fait exactement la même chose, même si le cœur peut être un peu plus couché, surtout chez les vieux chats, mais là, on doit être autour des 7,5. Donc ça, c'était juste un petit rappel, parce que c'est vraiment ultra important, quand on parle de cardiomégalie, de parler de cardiomégalie quand on s'est référé à la mesure du VHS.
Donc, toujours dans la détection de ce risque, on a aussi les peptides cardiaques qui sont intéressants pour les praticiens. Ces peptides, en fait, ce sont des hormones qui possèdent un rôle diurétique, vasodilatateur et hormonomodulateur. Ils sont sécrétés par le cœur lui-même et ils révèlent un stress myocardique. Donc, en particulier, ils vont être sécrétés lors d'hypertrophie myocardique ou de pression cavitaire. Le pro-BNP, lui, c'est le précurseur du BNP. Il est libéré par les ventricules cardiaques en réponse à un étirement, une surcharge de volume. Donc, tout ça, entre autres, du coup, ils sont responsables de l'activation de la fameuse cascade de la rénine, angiotensine, aldostérone. Donc, on voit bien comment ça se passe. Cette surcharge de volume, ça étire le cœur. Le cœur, il libère ces peptides qui tire la sonnette d'alarme. Il va falloir garder de l'eau, il va falloir garder du volume pour compenser un mauvais débit cardiaque. Et ça, c'est bien embêtant, ça a des conséquences, comme on sait bien. Donc, ce BNP, il est intéressant chez les chats. Vous pouvez faire des tests sérologiques. Donc, il y a différentes valeurs qui sont publiées. On voit que quand on est entre 100 et 150, une écho peut être recommandée. Au-dessus de 150, là, l'HCM devient quand même très probable. Et puis, on a ce qui est intéressant en urgence, le SNAP test, qui a une très bonne spécificité, un peu moins de sensibilité. Donc, ça veut dire que si c'est négatif, c'est vraiment exclu que ça soit d'origine cardiaque. Mais par contre, la sensibilité n'est pas parfaite. Donc, on dit que voilà, si c'est au-dessus de 100, il faut faire attention, ça peut être cardiaque, donc il faudrait faire plus d'examens. On va en reparler après dans l'œdème vraiment aigu. Chez les chiens, là, vu qu'on est dans la détection du risque, on n'est pas dans une situation de stress, donc on n'utilise pas le SNAP, ça c'est des valeurs de sérologie. Vous avez une valeur qui est intéressante, au-dessus de 466 picomoles, ça permet de prédire une décompensation à 1 an chez les chiens qui ont une maladie mitrale. Quand c'est plus de 900, c'est qu'on a quand même une insuffisance cardiaque, donc on est d'une certaine... ça peut être un D1 qui commence à avoir une insuffisance cardiaque, donc ça demande un petit peu plus de vigilance. Et puis, quand ils sont au-dessus de 1800, là, il est en décompensation cardiaque. Et c'est vrai que dans ces cas-là, c'est un peu plus embêtant parce que ça demande de l'envoyer en laboratoire. Donc, moi, je trouve ça un petit peu moins intéressant. Je trouve plus intéressant peut-être avant. On se dit, tiens, est-ce que ça augmente petit à petit? Et puis, il va falloir faire peut-être plus d'examens. Mais attention à la sélection des candidats. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un pro-BNP sur n'importe quel candidat. Par exemple, un chien qui tousse, il n'a aucun autre symptôme, aucun autre signe. Les symptômes principaux de la maladie cardiaque, c'est, comme je vous ai mis, la cachexie cardiaque, un chien qui boit plus, parce qu'il doit justement la cascade de la rénine-angiotensine s'est mise en place, donc il va vouloir retenir du liquide. Un chien qui a un souffle, un chien qui a une cardiomégalie. Là, le pro-BNP a vraiment une utilité. Par contre, voilà, juste le chien qui vient, qui tousse, on fait un pro-BNP, est-ce que c'est cardiaque ou pas? Là, vous aurez plein de faux positifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence du sexe. Les femelles, par exemple, on a vu chez les humains aussi que le pro-BNP est plus élevé. L'âge, avec la vieillesse, l'âge qui augmente, le pro-BNP peut augmenter aussi, l'obésité aussi. Et malheureusement aussi en cas d'hypertension artérielle pulmonaire, donc par exemple un chien avec une fibrose pulmonaire, un OSI, il pourra avoir un pro-BNP plus élevé et qui va pas vous leurrer, mais pas vous mener sur la bonne voie en tout cas. Et puis dernière petite chose aussi, c'est qu'il peut être élevé aussi en cas de maladie inflammatoire systémique. Donc là où il est très intéressant, c'est si vous avez déjà un animal qui est connu comme B1 et puis qu'on veut le suivre un petit peu, et si vous avez un animal qui vraiment présente les signes typiques de la maladie cardiaque. Dans les cachexies cardiaques, polydipsie, souffle, ouais. C'est ou. Enfin, s'il a, par exemple, on fait une radio, on se dit, il est peut-être un peu à la limite gros. C'est plutôt et puis VHS, on pourrait dire ou
où on fait la VHS, où on fait le ProBNP, ça pourrait être remplacé. Le ProBNP est plus sensible que le VHS, apparemment. Mais par contre, voilà, la plupart du temps, s'il n'a pas de souffle, si c'est un animal en super bonne santé, et puis que tu te dis, tiens, je vais le faire parce qu'il a toussé, là, tu auras des fautes positives. Et puis la cardiomégalie, c'est vrai que le VHS est quand même hyper parlant, hyper sensible, mais on peut se dire, tiens, est-ce que je fais la prise de sang ou est-ce que je fais la radio, selon les personnes. Le ProBNP va quand même être intéressant si les gens ils veulent pas. Je pense que ça revient un peu moins cher de faire un prélèvement avec une ProBNP. Bon. C'est vrai que là, c'est tiré d'une étude où ils ont fait le tout, et puis là, ils avaient une très très bonne indication de maladie cardiaque. Là, on est plus dans l'œdème même. Je ne sais pas comment faire partir la vidéo. Sur la photo. Ouais, non, mais moi, je ne l'ai pas du coup sur ma photo. C'est plus petit. Encore une fois. Qui est passé à la diapo suivante. Ah. Ah. Merci. Donc voilà, là c'est un animal qui a un tirage costal, on voit bien. Dans l'œdème pulmonaire cardiogénique, on a normalement forcément une fréquence respiratoire augmentée, ça vous l'aurez aussi dans le non cardiogénique, mais par contre on a normalement une tachycardie. Tachycardie, ça veut dire quand même que sur un chat on va être au-dessus de 180. Chien, ça dépend un peu de sa grandeur. Un petit chien, on estime quand même qu'il va être à plus de 160. Un grand chien, déjà 140, c'est une tachycardie. Si vous prenez un Terre-Neuve, 140, c'est une tachycardie. Surtout s'il est tranquille. Bien sûr, la toux, les chats. Les chats, normalement, la toux cardiogénique est vraiment très rare. Et puis, les signes d'hypoperfusion et de congestion veineuse. Cela, on va revenir un petit peu dessus. Donc, ces signes de mauvaise perfusion, c'est vraiment les deux piliers sur lesquels on travaille quand il y a un œdème pulmonaire cardiogénique. C'est le problème de la mauvaise perfusion, parce qu'il y a un mauvais débit cardiaque ou une réduction de ce débit, et puis les signes de congestion. Donc, les signes de mauvaise perfusion, je vous les rappelle un petit peu, c'est prendre la pression artérielle, on voit qu'elle est diminuée, une pression de moins de 80 en moyenne ou de moins de 100, 120 systoliques, c'est pas normal, surtout sur un chat ou un chien qui est stressé. Normalement, avec le stress, ils doivent être normalement à 160 sans problème. Si elle est diminuée, si vous avez vraiment une mauvaise perfusion. Des extrémités froides, de l'apathie, des poumons fémoraux faibles, et puis une fonction rénale, si vous prenez du sang, une fonction rénale qui est mauvaise, une urée qui est augmentée. La congestion veineuse, ça se traduit, ça se traduit par une tachypnée, des muqueuses humides. Parfois, on a aussi un petit jetage, des petites bulles au niveau du nez, mais ça, c'est vraiment quand ça va pas bien. Mais en tout cas, c'est assez humide. Vous faites une radio, vous voyez qu'il peut y avoir de l'acide, mais vous voyez des contours du foie qui sont grossis. Donc là, il y a de la congestion veineuse. Et puis, chez les chats, on a très souvent des épanchements pleuraux. Les fameuses radios, vous avez, en fait, il y a le premier stade, c'est quand l'interstitium, il s'est gorgé d'eau, il s'est grossi, donc on le voit plus à la radio. Là, quand vous avez une pression capillaire pulmonaire qui est, comme tout à l'heure, Christophe commençait à vous parler un petit peu des différentes pressions capillaires, on n'est plus à 19, on monte à 18, on monte à 25 mm. Commencez à ne plus voir les contours vasculaires, les petits vaisseaux qu'on voit normalement sur le bord des lobes, comme ça, vous ne les voyez plus. Vous commencez à voir manchons péribronchiques. Il y a des interlobères qui commencent à se voir. Et puis, vous avez toujours votre carte. Ça, pour avoir un œdème, premier stade interstitiel, vous avez déjà la carte.
Ça, c'est le premier stade. Et puis après, on passe gentiment à l'œdème alvéolaire. Donc là, cette radio, en fait, on a tous les stades dessus. Parce que si on prend en bas à gauche, vous avez un petit morceau de poumon que je vous mets en plus grand, où on voit des petits vaisseaux. Celui-là, l'interstitium n'est pas. Après, on va tout en haut à droite. Là, on a un œdème interstitiel. On ne voit plus pratiquement plus les petits vaisseaux. On est gêné. So just watching a webinar from work. Oh. Et puis, dernier stade, ça c'est au périhilaire. Là, typiquement, commence l'œdème alvéolaire. Là, on a carrément une opacification assez importante. Donc, si on doit se rappeler de l'œdème alvéolaire, comment on le détecte, hein, là, on a une pression au niveau des capillaires pulmonaires qui est au-dessus de 25 mm de mercure. On peut avoir, donc ça peut commencer en région périhilaire, et puis après, on peut avoir ça de manière diffuse, avec une apparence cotonneuse. On peut voir des bronchogrammes aériens au milieu de zones de consolidation, parce que le poumon, il est complètement gorgé d'eau. Et donc voilà, il y a effectivement, ça peut aller de périhilaire à complètement diffus. Et puis, chez les chats, on voit bien sûr des œdèmes comme des œdèmes alvéolaires qui peuvent être avoir une apparence un peu patchy comme ça parfois. Mais on peut avoir aussi de l'épanchement péricardique. Hein, donc vous voyez, le cœur, il est vraiment énorme pour un chat. Vous pouvez avoir de l'épanchement pleural, et ça, c'est vrai que c'est pratiquement plus fréquent. Il faut dire que chez les chats, 40% des épanchements pleuraux sont d'origine cardiaque. Et un chat qui présente un épanchement pleural et puis une hypothermie, il a quand même beaucoup de chances d'avoir un contexte cardiaque, plus que d'avoir un contexte respiratoire. Alors, dans cette détection de l'œdème, donc on a vu les radios, là on peut... Notre secteur à nous avec Christophe, mais aussi pour qui possède un échographe. On a des paramètres qui sont très importants pour détecter les signes de congestion. Là, on a sorti une petite étude de 2010 qui montre les principaux paramètres cliniques comme le respiratory rate et puis le pro-BNP dont je vous ai parlé. Hein, je les ai surlignés en jaune. Et puis aussi les paramètres échocardiographiques, qui sont le LA sur AO. Là, vous voyez, le cut-off pour parler quand on parle d'insuffisance congestive aiguë, on est souvent autour des 2,5 de LA sur AO. Et puis on a cette onde E, l'onde mitrale E, qui augmente passablement. Là, vous avez différentes choses qu'on peut voir à l'échographie. Donc, par exemple, en urgence, mesurer le LA sur AO, c'est normalement assez rapide. Et puis, il n'y a pas besoin d'aller mesurer. Pour moi, c'est juste que l'oreillette, elle est grosse. L'atrium, il doit être gros. Si vous commencez à devoir le mesurer pour être sûr qu'il est plus gros que l'aorte, c'est que c'est pas ça. Donc là, cette photo, il mesure plus toujours à l'échographie cardiaque, ce qui est très important en cardiologie, c'est justement aller mesurer au niveau des valves mitrales les deux ondes mitrales qui s'appellent l'onde E et l'onde A. Ces ondes, en fait, elles correspondent au remplissage ventriculaire à travers de l'oreillette gauche vers le ventricule. Il y a une première onde qui est l'onde E, qui est le remplissage ventriculaire rapide, qui se fait simplement par différence de pression. Et puis on a une deuxième onde qui est l'onde A et qui correspond en fait à la contraction de l'oreillette gauche qui se vide dans le ventricule. Et puis typiquement, donc dans l'œdème pulmonaire congestif, on a cette onde E qui est particulièrement haute. Intéressant aussi, c'est les B-lines. Aller chercher au niveau du thorax. On pose la sonde sur le thorax. Je vous conseille plutôt qu'une linéaire, mais avec une convexe, ça va très bien aussi. Christophe nous les réexpliquera un petit peu tout à l'heure, mais
sur un thorax normal avec de l'air, normalement, on doit pas réussir à voir quoi que ce soit. On doit avoir les fameuses A-lines. Et là, ce sont juste des petites lignes horizontales, fines, parce que les ondes de votre ultrason ne peuvent pas pénétrer dans l'air. Et dans le cas où on commence à avoir la présence d'air et d'eau au même endroit, on a ces fameuses B-lines qui sont en fait des lignes verticales, celles-ci, hyperéchogènes, très important. Elles doivent partir de la plèvre et s'étendre jusqu'au tout en bas de l'écran, parce que vous pouvez avoir autrement aussi des artefacts. Et celles-ci, elles traversent tout l'écran, elles se déplacent avec la respiration, elles se déplacent avec la plèvre. Elles ne sont pas en soi pathognomoniques pour l'œdème pulmonaire, parce qu'on peut les avoir aussi dans les pneumonies, dans les fibroses. Par contre, ce qui caractérise des B-lines d'œdème pulmonaire, c'est le fait qu'elles soient nombreuses. On en a un petit peu partout sur une même coupe. On peut les retrouver dans pas mal d'endroits. Elles doivent être bien définies, elles doivent descendre jusqu'en bas. Et puis, elles doivent créer ces artefacts en queue de comète. Et là, si vous en avez beaucoup qui sont diffuses, vous pouvez quand même penser que c'est de l'œdème pulmonaire. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans les cas de consolidation de bronchopneumonie, souvent, c'est pas tout qui est concerné, c'est juste des petits morceaux. On tourne sur les biomarqueurs. Alors, en pleine crise d'œdème pulmonaire, oui, il y a effectivement sur le sérum, on peut toujours, si vraiment l'échocardiographie n'est pas possible, on a un cut-off à 265 sur le sérum qui nous dit que probablement c'est plus cardiaque que respiratoire. Ça, c'est le grand thème. Est-ce que c'est cardiaque? Est-ce que c'est respiratoire? Chez les chats, on a un épanchement pleural, ça pourrait être un peu les deux. On ne voit pas le cœur en plus, donc voilà. Mais on peut aussi, quand vous faites votre thoracosynthèse pour soulager votre chat, vous pouvez aussi mesurer le pro-BNP sur le liquide pleural. Et là, on a un cut-off aussi à 322 qui nous dit que l'origine cardiaque est probable. Et puis, le SNAP test, qui est toujours intéressant dans ces cas d'urgence, comme vous disiez tout à l'heure. Parce que s'il est négatif, l'origine cardiaque peut être exclue, donc vous allez vous concentrer plus sur un problème, par exemple, de masse, de tumeur, ce qui est quand même un des... Après l'origine cardiaque, l'épanchement pleural, l'origine tumorale, c'est quand même le plus important. Vous avez un ECG, vous avez la possibilité de faire un ECG. On a dit tout à l'heure qu'on a une tachycardie, normalement, dans l'œdème cardiogénique. Parce qu'il est vraiment en train de mourir et puis c'est ces derniers instants, il est en bradycardie, mais normalement, il est en tachycardie. Et là, vous pouvez avoir la fameuse fibrillation atriale. Simplement, irrégularité, irrégulièrement irrégulier, pas d'onde P. Il y a normalement une ligne plate à la place des ondes D, où il peut y avoir des petites oscillations encore. Ça dépend si il est là depuis longtemps ou pas, cette fibrillation atriale. Mais voilà, les espaces entre les complexes sont complètement irréguliers. Ils ne suivent pas un cycle. Et ça, c'est assez typique. Chez les chats, on en a quand même beaucoup qui, quand ils ont ces oreillettes gauches énormément dilatées, ils partent en fibrillation atriale. Et puis, elles peuvent être plus ou moins rapides et plus ou moins dangereuses. On va commencer un petit peu à parler du traitement. Donc là, on essaye juste de penser à deux choses. Est-ce qu'il est wet ou warm? Donc, est-ce qu'il est humide, ce patient, ou sec? Et est-ce qu'il est chaud ou froid? Pourquoi? Parce que humide ou sec, ça va vous indiquer son état de congestion. Et chaud et froid, ça va vous indiquer son état de perfusion. Et ça, c'est très important. Il y a du coup 4 catégories de patients. Qui vont de sec et chaud, ce qui est normal, à froid et humide, ce qui est un choc cardiogénique. Les patients qui se présentent dans la catégorie chaud et humide sont les plus courants. Donc, on parle de ceci, chaud et humide. C'est les plus courants, c'est ceux qu'on voit le plus. Mais on peut avoir aussi des patients qui sont
humide et froid. Et ça, on parle de choc cardiogénique. C'est les deuxièmes plus courants. Enfin, il y en a quand même beaucoup moins, mais ça, c'est le pronostic est vraiment pas bon du tout parce qu'ils sont en congestion, mais ils sont en même temps en hypoperfusion. Donc, si vous les bourrez de diurétiques, ça va pas aller. Ils vont tout simplement pas survivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le simple, hein, celui-là, normoperfusé, normovolygmique, mais respire un petit peu plus vite, pas dans son état normal, on réévalue le traitement oral. Il n'y a peut-être pas assez de diurétique, on réévalue un petit peu la chose, mais c'est quand même un patient qui va plutôt bien. Vous avez le patient donc hypoperfusé et hypovolémique. Donc là, on peut commencer une petite fluidothérapie douce. On contrôle quand même la fréquence respiratoire. On ajuste aussi le traitement. Et puis donc les deux plus importants. Donc le patient qui est en congestion, il a encore une bonne perfusion. Là, c'est la diurèse. Le plus important, c'est les diurétiques. Et on peut aussi ajouter des vasodilatateurs pour permettre à tout ça de se réguler. Pour les chocs cardiogéniques, là, c'est plus compliqué parce qu'on va vouloir donner des diurétiques, mais on va devoir absolument rétablir une bonne perfusion. Donc, on va utiliser des agents inotropiques, comme le pivobendane qu'on a donc par voie IV, le betmédine IV. On peut aussi utiliser, mais ça, normalement, c'est un petit peu plus en milieu hospitalier, ça demande quand même d'être infusé sous infusion continue, sous CRI, c'est la dobutamine. Il faudra y faire un tout petit peu plus attention, on regarde quand même la pression, comment elle est, etc. Et puis, on peut aussi utiliser les vasodilatateurs, la noradrénaline, toujours avec précaution. On regarde la pression. Et ça demande effectivement un tout petit peu plus de gestion. Il faut pouvoir mesurer la pression, il faut être un petit peu derrière le patient. Donc, le traitement de la congestion veineuse. Donc là, on reparle de vraiment traiter l'œdème. Donc, quand on a ce premier stade, cet œdème interstitiel, normalement, c'est un animal qui respire peut-être un peu plus vite, qui tousse, qui est un peu moins bien. Mais voilà, normalement, il a une bonne perfusion, il marche, il est encore content, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut commencer déjà avec un bolus quand vous êtes au cabinet, un bolus de furosémide intramusculaire. Et ce qui est recommandé pour un chien, c'est entre 2 à 4 mg kg, puis un chat, entre 1 à 2 mg kg. Et puis, voilà, vous donnez votre traitement à la maison en péros. Et il n'y a pas besoin de l'hospitaliser. L'œdème alvéolaire, même périhilaire, c'est quand même conseillé de l'hospitaliser, ne serait-ce que l'après-midi. Vous commencez avec vos bolus IV, donc le chien, 2 à 4 mg kg. Le chat, on va jusqu'à 2 mg kg la première dose. Et puis après, si on continue comme ça avec des bolus, on réévalue chaque heure sa fréquence respiratoire. Donc, ça veut dire qu'on l'a bien mesuré au départ. Hein, et on a bien mesuré la pression aussi, très important. Et puis, petit à petit, chaque heure, on va réévaluer, voir s'il a encore besoin, si sa fréquence respiratoire n'est pas encore dans les normes. Et chaque heure, on va redonner un petit milligramme kilo. Ou alors, on peut aussi décider de mettre une infusion continue de furosémide si vous avez un pouce-seringue. Et là, le dosage, c'est 0,6 à 1 mg kilo heure. Pourquoi les CRI, donc les infusions continues, elles ont certains avantages. Bon, déjà, parce que vous la mettez en place, et après, bien sûr, vous allez contrôler votre animal, mais vous n'avez pas besoin de refaire des injections toutes les heures. Ça a été prouvé par des études qu'il y a moins d'activation du système rénine, angiotensine, aldostérone, moins de risque du breaking phenomenon. Et ça, c'est un phénomène qui se passe quand vous donnez un bolus trop élevé de furosémide. Par exemple, je ne sais pas, vous donnez sur un chat un 4 mg kg ou un 6 mg kg parce que il a un gros œdème. Vous pouvez en fait avoir une activation très soudaine du système du RAS, du système rénine-angiotensine,
et qui va bloquer la diurèse. Donc, vous allez donner votre gros bolus, mais il n'y a pas de diurèse. Donc là, on est très embêté. Donc, toujours aussi contrôler que l'animal aille bien se vider, d'ailleurs, pour voir si votre diurèse fonctionne, enfin, si votre traitement fonctionne. L'oxygénation, bien sûr, très importante. Donc, différentes méthodes, hein, la cage à oxygène. On sait que la fraction d'O2, elle va augmenter de 20% dans l'air jusqu'à 30%. On peut choisir aussi la petite sonde nasale, les petites lunettes. On peut fabriquer même avec une collerette un petit caisson à oxygène en mettant du plastique alimentaire pour le boucher derrière, mais par devant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux qui n'aiment pas ça. On peut utiliser, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, des masques à pression positive. Et donc ça, c'est vraiment très utile quand les animaux sont vraiment en œdème très aigu et qui sont complètement abattus. Et ça va être assez utile. Et les anxiolytiques, bien sûr. S'il est sous stress, c'est une des premières choses à faire. S'il est vraiment stressé, en l'angoisse de respirer, on donne tout de suite du butorphanol, 0,2 mg/kg IM. On le met en cage à oxygène, on ne lui saute pas dessus pour lui mettre une voie veineuse qui va encore plus le stresser. Mais on attend qu'il se calme un peu et puis on commence si jamais avec l'IM et puis après, si on peut, on met le cathéter parce que bien sûr que le gros stress de vouloir mettre le cathéter, ça pourrait être la thoracosynthèse pour les épanchements pleuraux. Nous, ici, on utilise un protocole anesthésique minimum, un butorphanol, propofol, on moniteur la pression et l'oxygénation. Alors, de retour à la maison, c'est vrai qu'on utilise maintenant pas mal la thorazémine. Vous pouvez tout à fait continuer avec la furosémine. Je voulais juste vous parler un petit peu de l'utilisation de la thorazémine parce on a vu qu'il y avait, dans les études, on montré qu'il y avait moins d'activation du système rénine-angiotensine avec la thorazémine. Donc, moins cet effet de blocage de l'organisme qui essaie de contrer la diurèse. Il y a moins d'échappement thérapeutique avec la thorazémine. Et puis, les études ont aussi prouvé qu'elle n'induisait pas plus d'insuffisance rénale que la furosémine avec le bon dosage. Donc, bien se rappeler quels sont les équivalents avec la furosémine. Quand vous donnez jusqu'à 0,25 mg/kg par jour, c'est l'équivalent, c'est 1 mg/kg 2 fois par jour de furosémine. Quand vous donnez plus de 0,25 mg/kg, là, vous êtes à 2 mg/kg de furosémine. Donc, c'est beaucoup plus puissant. Donc, pour les stades C, les stades C1, la dose initiale recommandée, ce serait entre 0,13 à 0,25 mg/kg par jour. On monitore bien la fréquence respiratoire, surtout la première semaine, on éduque les clients à prendre cette fréquence respiratoire. On sait qu'elle doit être si possible entre 25 et 30. Après, si tout va bien, elle va même descendre plus, elle va même descendre à 18. Des gens qui m'appellent en me demandant si c'est grave, si elle descend à 18, mais non, ça veut dire que le chien il est vraiment bien. Après, voilà, tant qu'il n'est pas au-dessus de 35, on est quand même OK. Si on voit que par contre, après l'hospitalisation, elle remonte gentiment, là, et puis que le chien a de nouveau quand même pas mal de symptômes, là, on peut faire une phase de 0,3, 0,4 mg/kg par jour pendant 5 jours, puis on essaye de retourner quand même à 0,25 mg/kg. Parce que certains animaux vont très bien le tolérer, le 0,4 mg/kg, d'autres vont très très mal le tolérer. C'est pour ça que vraiment le suivi de l'urée, de la créatinine et du potassium est vraiment important avant, après et une semaine après. Plus ou moins, il faut considérer que ça peut augmenter de 20%, mais pas plus. Et on peut être vraiment surpris. En quelques jours, ça peut vraiment beaucoup augmenter. Toujours, quand vous donnez de la thorazémine, dites aux gens, bon, ben, là,
vous allez monitorer la fréquence respiratoire, vous allez monitorer aussi son appétit. Si l'appétit baisse, s'il a un vomissement, vous m'avertissez tout de suite, on fait une urécréa. Et puis le potassium, c'est important de le faire quand même parce qu'on a des animaux qui ont une hypokaliémie avec toute cette urèse et on peut facilement les supplémenter. Pensez que l'hypokaliémie donne de la tachycardie. Donc ça exacerbe un problème qui est déjà présent. Les stades réfractaires. Alors déjà, pourquoi on a ces stades réfractaires? C'est-à-dire qu'ils sont en stade D. On leur a donné tout ce qu'il fallait, mais ils continuent persistent dans l'œdème congestif. Ils sont toujours pas bien. Bon, il peut y avoir une mauvaise administration par le propriétaire. Hein, bien regarder s'il donnait exactement les doses que vous avez prescrites. Ça arrive souvent qu'il ne s'est pas bien compris. Et puis après, on peut avoir deux phénomènes. Donc, on en a un petit peu parlé, c'est le early breaking, c'est quand il y a une brusque activation du système rénine-angiotensine qui ne permet pas la diurèse. Donc là, juste toujours questionner les gens, mais il fait beaucoup pipi, n'est-ce pas? Oui, non. Donc, il peut y avoir un souci si vous avez donné tout d'un coup une très grosse dose et puis ça a bloqué complètement. Et puis, il peut y avoir aussi le late breaking. Et ça, c'est avec l'utilisation chronique par exemple, de furosémide pendant plusieurs mois. Vous avez malheureusement un remodelage des tubules rénaux avec une hypertrophie de ces tubules qui fait que la diurèse se fait beaucoup moins bien. Et puis, on a aussi un système, ce qu'on appelle l'aldostérone breakthrough. Dans 30 à 50% des chiens, le blocage du système rénine-angiotensine n'est pas complet avec les IECA qu'on utilise, le bénazéprile, l'enalapril. Malheureusement, il y a d'autres voies aussi qui permettent à cette cascade de quand même se faire. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que l'aldostéronémie, elle continue d'augmenter, ça continue d'entretenir la rétention d'eau. Donc, dans ces cas-là, la thorazémide est aussi assez intéressante parce que on pense qu'elle agit comme antagoniste de l'aldostérone. Donc, il y a apparemment moins, comme je vous avais dit tout à l'heure, de blocage du RAS. Mais voilà. C'est pas encore un système parfait, bien sûr. Il y a quand même plein de ce qu'ils appellent pathways pour que malheureusement cette rétention d'eau se fasse parce que l'organisme n'aime pas ça d'être déshydraté. Donc, il trouve quand même des méthodes. Attention aussi à une chose, c'est la malabsorption intestinale. Si vous avez un chien qui est sous traitement puis qui tout d'un coup a une grosse diarrhée, qui a aussi une pancréatite, il peut aussi très mal absorber les médicaments que vous lui donnez et puis qui ne soient plus efficaces. Pensez aussi que les chiens qui ont de l'acide cardiaque, ils auront un œdème intestinal et puis vont souvent moins bien absorber malheureusement aussi leurs médicaments. Donc, dans les cas réfractaires, voilà, on augmente de 0,25 à 0,4 mg/kg. Normalement, pour 5 jours, on essaye de redescendre. Parfois, on ne redescend pas parce que autrement, il se noie. On continue de monitorer les paramètres rénaux. On essaye de jongler un petit peu. Parfois, on peut aller jusqu'à administrer 2 fois par jour, mais c'est off-label. Et puis, on peut aussi penser à associer avec d'autres diurétiques qui ne sont pas les diurétiques de la hanse de nez, comme les chlorthiazides, qui ont seuls pas un effet très intéressant, mais associé, ça peut être quand même une aide. Alors là, juste 2 petits cas avant de finir, juste pour essayer de réfléchir un tout petit peu. Vous avez Cavell Kingsharn, Leslie, 5 ans, une petite femelle, et elle a été admise ici il y a quelques mois pour dyspnée très sévère. L'historique, c'est qu'elle a eu un détartrage une semaine plus tôt. Elle allait très bien avant. Elle a un petit souffle cardiaque qui n'est pas traité. Puis quand, à l'admission, sa fréquence cardiaque, elle est de 120. Elle a une fréquence respiratoire élevée, à 65. Mauvaise saturation. Vous voyez ce poumon, pas sympa.
avec une forte opacité, un pattern interstitiel, alvéolaire. Alors là, tout de suite, on se dit, bon ben voilà, c'est un cavalier, c'est un souffle, ça a l'air d'être tellement cardiogénique. On mesure le cœur, le VHS, il est normal. On s'interroge aussi un petit peu sur le fait que sa fréquence cardiaque n'est pas si haute que ça. Premier bolus de furosémide par les urgentistes, il n'y a pas trop d'effet. La saturation, elle peine d'oxygène, elle peine à augmenter, elle ventile très mal. On fait un peu plus de tests et c'était un angiostrong. Elle était truffée la peau de strong qui apparemment se sont décuplés avec l'anesthésie, avec la baisse du système immunitaire. Le diagnostic différentiel était intéressant. C'était la possibilité, même dans notre région, d'avoir des champignons qui s'appellent les Pneumocystis carinei, qui sont présents, les Pink Charles et les terriers sont prédisposés, sont très sensibles, sont pratiquement les seuls sensibles dans les papiers, dans les publications, à ce champignon qui donne vraiment des patchs comme ça au niveau de la radio. Mais elle était négative. Et puis l'autre cas qu'on voit assez souvent, c'est Robert, donc c'est un Yorkshire, 14 ans. Il consulte pour une dyspnée, sévère, soudaine. C'est pendant la nuit, tous aussi. Il n'a pas de souffle, lui, mais il crépite bien. Si la fréquence cardiaque, elle n'est pas très haute. Il avait une dyspnée sévère, mais après, une fois qu'il voit le vétérinaire, ça va un petit peu mieux, la fréquence respiratoire baisse, mais bon, ça crépite. Et puis le lendemain, quand les radios sont faites, c'est quand même assez opacifié tout ça. Si on mesure avec attention le VHS, il n'est pas augmenté. On voit la trachée qui a une drôle de tête. Hein. Et puis, en parlant avec le propriétaire, il y a eu un problème avec le collier, un collier très très serré qui a été mis la veille. Le chien a fortement tiré dessus. Et à l'échographie cardiaque, l'échocardio était complètement normal. Donc, ce qui nous permet de sauter après sur la présentation de Christophe. Si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, et si vous avez un petit peu soif. Tu n'as pas parlé d'études nitroglycérine. Est-ce que vous utilisez ça pour les œdèmes? Non, on n'utilise plus tellement. Ce qu'il y a, c'est que c'était plus, on ne pouvait plus le trouver sur le marché. Mais c'était effectivement une des possibilités comme vasodilatateur. Maintenant, moi, j'étais en train d'essayer de chercher encore un petit peu si je pouvais le trouver. Voilà. Parce qu'il y a eu un moment, Christophe, toi, t'en avais plus, non? C'est retiré, il faut le commander. Ouais. Il faut effectivement commander, mais oui, effectivement, dans les... faire faire. Et pratiquement, avec la prazosine ou l'hydrazine, tu as des effets similaires, c'est beaucoup plus rapide. Comme dans la nitroglycérine, premièrement, il faut penser avec des gants. Le truc tout bête, c'est que tu donnes ça au chien, peut-être que tu tombe des pommes. Ça, il y a quand même quelques accidents, parce qu'on n'y pense pas systématiquement. C'est très difficile à doser. Parce qu'un chien qui est en hypoperfusion, il a une circulation au niveau des oreilles qui est à peu près nulle. Les chiens de chat, c'est pas autant. C'était en fait ceux-là dont je parlais, les vasodilatateurs si nécessaire. Effectivement, on peut imaginer aussi ça. Je pense qu'il faut juste avoir un petit peu d'habitude, mais effectivement, ceux qui ont par contre une mauvaise perfusion, il faut juste faire attention à bien équilibrer avec l'inotrope parce que peut avoir une pression qui baisse. C'est très efficace. Parfois un peu trop. Quelqu'un d'autre qui avait une interrogation. Le traitement furosémide, donc tu peux faire le furosémide, mais le monitoring n'est plus. J'utilise aussi le furosémide. Hein. C'est vrai que si on voit un chien, après une échographie qui a une insuffisance mitrale qui est déjà
vraiment importante, qu'on sait qu'on va devoir donner comme de toute façon 2 fois par jour le furosémide, déjà une certaine quantité. On peut commencer tout de suite avec l'Opcard, enfin la furosémide, pardon, pour les raisons aussi que j'ai indiquées. Maintenant, je continue d'utiliser aussi la furosémide. Mais effectivement, la furosémide, il faut vraiment faire attention au dosage, aux recommandations de dosage, parce que si on dit, ah, voilà, c'est très important, je mets une belle quantité, là, on peut, quand on se trompe de beaucoup. Donc, c'est plus ça. Comme je dis, les études, si on l'utilise correctement, n'ont pas montré que c'était pire ou pas au niveau rénal que la furosémide. Et chez le chat aussi, on peut utiliser la furosémide. C'est les mêmes recommandations. Ok, on revient un petit peu dans le niveau de l'urgence et de la détresse respiratoire. Cette fois, on va passer sur tout ce qui est non cardiogène, parce que cardiogène, c'est relativement facile à reconnaître. Le non cardiogène est moins bien défini. Donc, essayez de trouver un petit peu et penser qu'est-ce qui a pu se passer pour déclencher tout ça. Donc, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? On a à la base une altération de la perméabilité. Elle peut être toxique, inflammatoire. Elle a beaucoup d'origines différentes, mais on a une altération directe. Donc, on a en clair la barrière pulmonaire qui est abîmée. Ce qui explique également la raison pour laquelle le traitement est beaucoup moins efficace qu'un œdème cardiogène. Donc, c'est des situations qui sont dramatiques, avec souvent très très aigus, c'est immédiat, et on est un peu démuni parce qu'on n'a pas de très bons résultats thérapeutiques. Donc, il est relativement assez important d'arriver à déterminer pour dire, ok, est-ce que c'est cardiaque? Quelque part, on a une chance, on peut faire quelque chose, ou est-ce que c'est non cardiaque? Là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que le pronostic, pour reprendre un vieux gag du professeur Lombard, il faut acheter la nourriture en petite quantité. Il y a des modifications qui sont principalement inflammatoires. Donc, ça va être aussi au niveau gestion. Sur un œdème du poumon, on va se lancer, on pense d'abord, c'est congestif, il y a de l'eau, il faut vider. Si on a un problème inflammatoire, il va falloir au contraire utiliser des anti-inflammatoires et à très forte dose, qui sont éminemment toxiques pour un problème cardiaque. Donc là, la réflexion, elle peut être des fois un peu délicate. On a de toute façon une altération majeure de la fonction respiratoire. C'est vraiment ces chiens ou ces chats qui jouent au poisson rouge, avec un résultat assez mauvais d'ailleurs. La cyanose est une chose assez intéressante parce que c'est quelque chose qu'on peut monitorer. On a tous des petits saturateurs d'oxygène et avec les mesures de pression, donc on regarde l'oxymétrie. Et sur la base de l'oxymétrie, on peut avoir un peu une idée. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à près de 100% ou près de 50%. Et malheureusement, les œdèmes non cardiogènes, on est souvent assez bas. La détresse respiratoire augmente le stress. Le chien, le chat ne peut pas respirer, donc il est inquiet. Le fait d'avoir été mis avec les gants de boxe dans le panier à chat ou tiré chez le vétérinaire à toute vitesse, où naturellement il s'est retrouvé en face de son pire ennemi à la salle d'attente avant de voir le pire ennemi majeur, c'est-à-dire moi. Donc, pensez au stress. Ces animaux-là, ils sont hyper stressés et ils vous lâchent dans les pattes à cause du stress. Du stress ou de la douleur. Parce que selon ce qu'il a fait, il a bouffé le fil électrique, il y a des sacrées zones de douleur. S'il s'est pris étranglé dans l'ascenseur, il y a aussi un œdème du cerveau. Donc il y a des choses qu'il faut penser à gêner et tout ceci va modifier la pression négative, donc la possibilité respiratoire du fait que quand je descends mon diaphragme, j'inspire de l'air. Un animal stressé, fonction du diaphragme, c'est 0. Donc pensez à gérer le stress, l'anxiété, la douleur. Ok, les origines possibles. Alors il y en a beaucoup. On a l'obstruction des voies aériennes supérieures, c'est le truc tout simple avec le ABC, Airways Bracing cardiaque. D'abord, regardez un peu la bouche. Il n'est pas rare de trouver l'os à moelle coincé assez haut. Donc c'est clair que si on a quelque chose qui est tout en haut, on a vite solutionné le problème. Si on commence directement par l'assommer avec 36 médicaments, le jeter dans la cage à oxygène sans avoir ouvert la bouche, pas très utile. Syndrome brachycéphale, naturellement, tous ces chiens avec le nez écrasé ne respirent pas bien. L'historique,
est-ce qu'il a une autre intervention? Parce que suite à une intubation, on peut avoir des dégâts sur le larynx assez importants. L'œdème du larynx lié à l'étranglement ou l'aboiement conscient, je reviens à mon chien de chasse, là c'est un truc classique et assez fréquent. Taché et bronche, ben, selon la race du chien, si vous avez un York, ben, vous savez qu'il a une bronchite chronique, donc il y a déjà une base avec quelque chose qui peut être depuis longtemps. Neurologique, on n'y pense pas forcément. Alors le coup de chaleur, oui, avec les grosses températures liées à la canicule, ben, on a des chiens qui arrivent. Effectivement, une idée comme une autre, c'est de prendre la température. Et quand ils sont à 44,4, on se dit, oups, ben, on va peut-être pas penser à autre chose qu'à lui mettre de la glace sur la tête puis essayer de le refroidir. L'électroscussion, c'est quand même un truc, je dirais, qu'on rate facilement. Je ne pense pas. Et c'est quand même quelque chose. Alors, pas fréquent. Je commence à être assez vieux pour dire qu'en plus de 30 ans de carrière, j'en ai eu que 3, donc ça fait un tous les 10 ans. Mais ces 3 dont 2 avaient été ratés par le collègue précédent qui avait vu, et c'est toujours un peu dommage. Hyponatrémie athlétique, tous ces lévriers qui tournent maintenant, pensez toute température de plus de 25 degrés permanente, y compris la nuit. Donc la canicule depuis juin à octobre maintenant à peu près, va nous donner des hyponatrémies qui ne sont pas forcément athlétiques. Donc tout chien qui a un petit peu d'exercice, pas le chien de canapé toute la journée, l'été, on peut avoir une déficience en sodium. Tout ce qui est pulmonaire, alors là, il y a tout le choix avec les maladies qu'on va trouver, parce qu'une pneumonie, on ne rate pas, les bronchites non plus. Fausse déglutition, on parlait d'un détartrage, là, c'est un des trucs possibles, parce que détartrage, on a intubé, ou on a mal intubé, ça peut arriver aussi, hein, c'est celui qui a jamais mis un tube dans l'estomac à la place dans la trachée, me jette la première pierre. L'oxygène hyperbarique, c'est quelque chose qui peut arriver. On a parfois des accidents avec des gens qui, pour une mode que je ne connais pas, ont acheté un enrichisseur d'air à la maison et qui se mettent, plutôt que de mettre l'humidité à 65%, ils essaient de monter l'oxygène à 50%. C'est amusant parce que l'oxygène reste au sol et puis le chien récupère et ça cause des brûlures et des lésions assez importantes, comme chez l'humain. Ça, c'est pas très fréquent, plutôt aux États-Unis, je dirais. Ici, j'ai pas encore eu l'histoire. Torsion du lobe, ça se voit sur la radio. L'expansion suite à pleurosynthèse, le chien qui a 6 litres dans le thorax. Là, Erich Wolfson, mais on sort les 6 litres. Qu'est-ce qui respire bien? Et du coup, il est tellement content de respirer qu'il fait des belles hyper-insufflations qui peuvent déclencher un œdème. Ça, c'est génial parce qu'il avait une effusion pleurale cardiaque et il chope un œdème par RDS en plus. Tout ce qui est métabolique toxique, donc pensez au diabète, la pancréatite, la septicémie naturellement. La morsure de serpent ici, c'est plutôt rare, mais aux États-Unis, on en avait pas mal. Pensez à tout ce que vous avez pu balancer par intraveineuse, parce qu'on a quand même pas mal de médicaments qui sont extrêmement efficaces, mais parfois mal tolérés. Je pense à certains antibiotiques qu'on mettrait dans une pneumonie bactérienne, par exemple. Donc on a une toxicité directe de pas mal de médicaments. Donc, si possible, essayez de savoir ce qui s'est passé le jour précédent. Les trucs classiques, la nuit, il est en urgence, pas chez vous parce que vous dormiez, et on a tous le droit de dormir. On n'a pas forcément le détail de tout ce qui a été injecté. Or, quand le chien va pas mieux, il faut penser que ça peut être iatrogène. Intoxication dérivée chlorée. J'ai jamais compris pourquoi les chiens adoraient lécher les sols pleins de javel. Mais ça marche très bien pour faire un œdème. Le syndrome de haute altitude, mais à part les chiens qui habitent à Zermatt, au Gornergrat ou à des endroits là, c'est quand même plutôt rare, mais c'est décrit, ça existe. Donc c'est plus un problème d'Amérique du Sud, ça, parce que les chiens habitent plus haut. Voilà, les maladies intestinales chroniques avec une perte de protéines ne font pas d'hypoalbuminie suffisante pour causer un œdème. Petit aparté, parce qu'on y penserait rapidement. Pression oncotique, pression ostratique, si on n'a que 40 grammes de protéines, on s'en dit, oups, il pourrait faire dans ce cas-là, non. Ceux qui boivent l'eau de la piscine ou qui... Dans ça, il y a de moins en moins de piscines chlorées, donc les vieilles piscines, oui, mais il y a de moins en moins, elles sont plutôt salées maintenant. Okay. C'est un accident qu'on voit moins, et qu'on voyait beaucoup dans les années 70, oui, exactement. C'est très chaud, et puis la piscine ou les espèces de pédiluves, c'est du désinfectant dans les piscines publiques pour justement pas avoir de champignons. Alors c'est vrai, ils étaient très chlorés, et c'est un goût qui est malheureusement attractif. Ok, après donc, on va essayer de voir en urgence, rapidement, de quel côté je me trouve. Ce côté-là, ça a déjà été traité, donc elle vient de le faire, je ne vais pas repasser dessus, mais
Dans l'ensemble, c'est toujours la même chose. Numéro 1, il faut mettre de l'oxygène parce qu'ils étouffent. Quand c'est congestif, il faut mettre un diurétique. Celui que vous avez, celui avec lequel vous êtes habitué. N'essayez pas de changer vos recettes. Vous avez l'habitude d'une recette, elle marche, continuez avec la même. Parce que celle-là, vous la maîtrisez. Ensuite, le truc qui est assez intéressant, c'est, on va regarder le SPO2. C'est un truc relativement simple, qui n'est pas trop agressif. C'est plus simple de mettre un capteur sur l'oreille que d'essayer de forcer un cathéter intraveineux dans un chien qui n'a plus de circulation. Et puis, si l'oxymétrie répond, c'est bien. Et l'autre truc, c'est simplement il était bleu, il redevient rose. Ça marche aussi très bien. Ensuite, si on veut suivre, par rapport à une fraction inspirée d'un cinquième, on doit être entre 97 et 99%. Avec le stress et tout, le fait que le capteur est jamais bien posé comme il faut, on va plutôt avoir autour de 95. Mais quand ils sont bleus, ils sont à 85 ou moins. Et là, ça fonctionne relativement bien. Dès que vous le placez dans une cage à oxygène, il doit être beau rose ou remonter à 95. Ça, c'est l'image de rêve, parce que ça marche. Maintenant, il se trouve qu'on est de l'autre côté de la barrière, beaucoup moins bien, parce que soit le chien était étranglé, mais il y a une lésion, et cette lésion, elle est là. On ne va pas la récupérer. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on fait. De toute façon, à la base, l'oxygène, c'est toujours la même chose. Là, il va falloir penser au côté anxiolytique, parce que c'est un animal qui a eu un choc, un animal qui a été pris dans un incendie, qui s'est fait écraser, enfin, il y a un côté douleur qu'il ne faut pas ignorer. Donc, anxiolytique antidouleur, et là, malheureusement, une fois qu'on est convaincu que ça n'est pas cardiaque, il faut balancer des stéroïdes. Et là, c'est la dose de choc. C'est la Dexa ou l'acétate de méthylprénisolone, le Solumédrol, si vous en avez encore. On le trouve dans des dosages incroyables, on sait. L'ennui, c'est qu'il faut prendre une ampoule de médecine humaine et puis qu'elle est fichue immédiatement. C'est plus très très cher, c'est autour des 40 francs, donc on peut se permettre. Sinon, Dexa en IV. C'est le seul truc qui est vraiment assez puissant. Vous n'avez rien d'autre qui soit suffisamment efficace pour arriver à bloquer l'inflammation, elle est au fond des poumons. Et pour arriver, il faut que j'ai une dose de Dexa qui soit vraiment... Donc je parle de 4 mg kilo, hein, pas de 0,1. Le problème que vous aurez là, c'est que vous allez regarder l'oxymétrie, et puis il n'y aura aucune modification. Parce que même si le chien va un peu mieux, son surfactant, il est bousillé. Que ce soit par la fumée, que ce soit par autre chose, ça ne va pas aller mieux. Et ça, c'est un grand classique. N'attendez pas une amélioration dans l'heure qui vient. L'amélioration, elle est avec 3 ou 4 jours, jusqu'à que toute la cascade inflammatoire ait été corrigée, ou que l'origine, la pneumonie, se soit améliorée. Deuxième pulmonaire, une demi-heure après, vous avez un chien qui saute et qui court et qui joue à la balle, dans le meilleur des cas. Là, jamais. Ça prend du temps. Il y a des choses qu'il faut expliquer aussi, parce que quand vous recevez la personne, vous allez recevoir la personne en disant, là, le chien, il reste 3 ou 4 jours chez moi sous oxygène. Ou alors, vous bricolez quelque chose chez vous avec une bouteille, mais il a besoin d'oxygène, ça ne va pas passer. La non-réponse à l'oxymétrie, c'est le truc typique. Si vous avez encore un doute, si c'était cardiaque ou lésionnel, c'est le truc typique. La plupart du temps, ça répond tellement mal qu'on doit commencer à ne plus parler de nourriture, mais de la forme de viande. Donc c'est aussi, il y a un accompagnement là qui est assez pénible, parce que les gens vous disent, mais vous faites rien. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais, et là, je ne peux plus faire grand-chose. Donc la bonne raison de savoir à qui on a affaire, c'est aussi l'accompagnement des gens. Ça peut aller mieux, c'est long, c'est frustrant, parce qu'on voit peu de résultats. Et le résultat, il est à 3 jours. Après 3 jours, généralement, c'est cuit. Et principalement, c'est stress post-incendie, par exemple. On récupère les chats qui étaient sous le lit, donc ils n'ont pas été brûlés, parce qu'ils ont sous le lit, c'est toutes les fumées. Et ils respirent mal, mais ils ne respirent pas si mal. Et donc, une fois que les gens ont fait le contrôle direct, on ne pense pas aller plus loin, c'est une semaine après que les lésions sur le surfactant apparaissent. Et là, on se rend compte, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Et toujours, vous allez le garder 2, 3, 4 jours, le chien. N'hésitez pas, du prémorphine, du torfanol, ce que vous voulez, mais il faut qu'il ait un grand sourire. Ok. Alors maintenant, on est en urgence. Ça arrive, la salle d'attente est pleine, bien sûr. Vous êtes entre 2 opérations. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Si vous avez la chance de pouvoir faire une radio, parce qu'il n'est pas trop mal de faire une radio,
Dans un premier temps, est-ce que vous avez de l'eau ou est-ce que vous avez de l'air? C'est tout simple. Vous avez un doute, ben, vous mettez une aiguille dedans, vous tirez, puis vous regardez ce que vous sortez. Hein. La couleur de ce que vous sortez aussi. Est-ce que c'est épais, est-ce que c'est lisse? Ça va pas faire beaucoup de mal, mais par contre, ça va faire une grande différence entre ça et ça. Ensuite, si on peut lire la radio, ben, pensez à cette triade artère, bronche, veine, et puis pensez un peu quelles sont les possibilités que vous avez. La norme, c'est les trois pareils. Ensuite, dès le moment où il y a une altération, ben, laquelle, celle du dessus ou celle du dessous? Celle du bas est plus grande. Il y a une congestion. Là, on se dirige du côté cardiaque. Celle-là est plus grande, vous avez une hypertension pulmonaire. Alors ici, on peut penser malformation, hypercirculation en shunt. N'oubliez pas les parasites, donc le ver français, l'angiovirose, le ver du cœur, il n'y en a pas en Suisse, heureusement. Mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Les gens voyagent beaucoup, ils vont dans le sud de l'Italie. Est-ce qu'ils ont fait leur prévention de dirofilariose? C'est pas toujours évident. Quand l'artère est grosse ou contournée, c'est quand même quelque chose assez courant. Quand toute la circulation est très grosse et que les bronches sont trop petites, là, vous avez un shunt. C'est à peu près sûr. C'est un VSD, c'est un canal artériel ou c'est un ASD. Hypoperfusion, c'est quand là, il n'y a plus de circulation. La thromboembolie, elle est difficile à voir, mais parfois, effectivement, il manque simplement un bout. Vous suivez l'artère, d'un coup, il manque un morceau. Pour ça, il ne faut pas le rater. Pour quelle raison? La thromboembolie, vous avez entre 3 et 6 heures pour balancer vos corticos à très haute dose. Après, le chien est out. Donc ça, c'est pas le genre de truc qu'il faut rater. Moins de suspicion de thromboembolie, il faut y aller. Et le problème, c'est que c'est court et qu'on doit utiliser des choses dangereuses. Il faut être aussi assez sûr de son coup. Ok, je vais pas revenir sur l'aspect du poumon. Delphine l'a bien expliqué tout à l'heure, mais c'est voilà, qu'est-ce qu'on voit dans une radio? Est-ce qu'on voit les rails et les anneaux? Est-ce qu'on va voir des modifications plutôt bronchiques, plutôt de l'interstitiel ou plutôt du vasculaire? C'est juste truc rapide. Je fais quoi? Est-ce que je dois le vider ou est-ce que je dois le faire respirer? Et malheureusement, c'est pas du tout la même chose. Ça, de nouveau, elle l'a fait. Donc, très rapide. Le cœur, gros ou petit? Déjà une bonne chose. Ensuite, est-ce que je vois quelque chose sur mes vaisseaux? Est-ce que j'ai une indication d'un problème, soit congestif, soit d'hyperperfusion, donc plutôt circulatoire? Est-ce que j'ai des modifications? Est-ce que j'ai un bulldog avec des rails et des chemins de fer et des anneaux partout? Là, le diagnostic est à peu près à 100%. Dans les modifications, qu'est-ce que j'ai comme type? Plutôt interstitiel, plutôt alvéolaire? Parce que le cardiaque est plutôt interstitiel, alors que le lésionnel, il est alvéolaire. Le cardiaque est plutôt périhilaire, localisé, chez le chien, chez le chat pas malheureusement, que le général, le lésionnel est généralisé. De manière simple, un truc cardiaque, vous allez avoir quelque chose de bien localisé. Un truc lésionnel, c'est toute une partie du poumon. Même genre d'image de l'autre côté. On sait toujours, je sais que je me répète, je sais que c'est ennuyeux. Surveillez-moi cette veine. Surveillez ici les veines. C'est 80% du diagnostic. La taille du cœur, cardiomégalie gauche-droite sur la race, c'est pas toujours évident. Si vous avez la chance de voir les veines et de voir des modifications sur les veines, 100% congestif, c'est bon. On se lance dans le diurétique et puis on peut aller boire un café tranquille, nous se stresser. Ça va aller mieux. Quand il y a des choses comme ça, j'aime beaucoup moins. Parce que c'est plutôt les bronches qui sont modifiées ou les poumons et je ne sais pas d'où ça vient. Et là, de nouveau, là je suis rassurant, là j'ai ma tête des mauvais jours par rapport au propriétaire. De manière très simple, si on n'a pas de radio, ça peut arriver. Un mec qui pompe, c'est hors de question de coucher, donc on peut le garder debout sur la table et puis regarder rapidement à l'écho si on a une sonde. Le truc numéro 1, dans n'importe quel axe, vous regardez la taille de l'oreillette gauche, la taille de l'oreillette gauche doit être 2 fois plus grosse que l'arbre. C'est comme dit Delphine, il ne faut pas mesurer. C'est 1 sur 1 ou 1 sur 3. Et là, quand il y a un problème cardiaque, vous avez un truc énorme. Donc ça, c'est simple. vous posez la sonde, vous dites OK, c'est diurétique. Et ensuite, elle vous a déjà parlé de ces fameuses fusées, ces queues de comète. Quand vous avez des lignes comme ça qui traversent tout depuis la plaire et qui font vraiment une idée de fusée, avec n'importe quelle sonde, sur un chien normal, vous n'avez rien. Sur un chien qui a des problèmes, vous avez des B-lines. Et là, c'est qu'il y a une accumulation de liquide.
Danger, une bronchite purulente va me faire aussi des accumulations de liquide. Ça, c'est le seul piège qu'on pourrait avoir. Mais une bronchite purulente ne va pas m'augmenter la taille de l'oreillette gauche. Voilà, oreillette gauche, ben, à partir d'un certain temps, elle peut se dilater. On a un stade où elle peut plus se dilater. Donc effectivement, la fonction de l'oreillette gauche diminue. Elle diminue dramatiquement. On perd entre 10% chez le chien, un tiers de la fonction cardiaque, juste avec la fonction de l'oreillette. Donc le suivi de l'oreillette gauche est relativement important. Ça, c'est, vous la mesurez comme vous voulez, où vous voulez, je m'en fiche. Essayez de trouver le petit Mercedes-Benz. Une fois que vous avez une Mercedes-Benz, c'est votre base. Et puis regardez où est l'oreillette autour. Si elle est à peu près la taille, eh ben c'est bon. Si elle est 2 fois plus grosse, on sait que c'est congestif. Si elle est 2 fois plus petite, on sait qu'on a une hypoperfusion et qu'on a un problème respiratoire à ce moment-là. Ok. On va prendre des trucs simples, sympas. Vous avez cette espèce de chose bizarre. J'ai encore pas bien compris. Enfin, rien qu'on sait déjà qu'il y a eu beaucoup d'antibiotiques là, donc on voit qu'il y a les plis de la lèvre, il y a tout pour plaire. C'est le chien qui arrive, 89%, il a ce type d'image, avec effectivement des rails, plutôt des anneaux, des bronches. Le cœur, il est normal, il est gros. Première vue, il a l'air un peu gros quand même. Hein. Bon, le problème, c'est que ça, c'est un bulldog anglais, tout à fait normal. C'est souvent ça à quoi on est confronté. On a des chiens qui sont différents. Et puis on a des radios. La technique de la radio est pas trop mauvaise. On voit bien l'air, on voit bien. Mais un bulldog. On peut s'amuser à compter les vertèbres aussi. Il va en manquer nous deux. Enfin bon, on sait qu'on a ça. Alors, le chien précédent, est-ce qu'il a un problème ou est-ce que c'est juste ça fait partie de la bronchite chronique chez le bulldog? C'est aussi un truc un peu classique. Alors voilà, qu'est-ce que je fais? Donc dans ce cas-là, celui-ci c'est une urgence. Celui-ci, il est en détresse, il est tout bleu, il n'est pas bien du tout. J'ai cette image-là. Alors je faisais bien le malin en disant faut regarder l'artère bronche la veine. Ouais. Delphine a aussi dit ouais c'est facile, vous mesurez le canal. Ouais, la limite. On pourrait venir avec l'ancienne technique en disant que vu que la trachée est encore un peu basse, elle n'est pas collée haut, c'est probablement pas le cœur gauche qui est grossi, cœur droit on peut rien dire du tout. Qu'est-ce que je fais? On revient à la base. C'est quelle est l'origine de cet œdème? Quel est le type du chien? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste un syndrome brachycéphale? Et ça, un syndrome brachycéphale, à eux, qu'est-ce qui l'a reflété? Donc j'ai plusieurs clients qui ont acheté des clims et ça va mieux depuis que la température est un peu normale. Eux, ils souffrent tout l'été. Est-ce que le collier n'est pas adapté? C'est tout con. J'ai vu un très beau collier au magasin, ah, il est joli, les petites fleurs, on le met. Ah, il manque 1 centimètre, c'est pas grave, il est tellement joli. On le met. Sur un bulldog, ça marche pas bien. Strangulation, ben, les chiens qui démarrent ou les propriétaires un peu trop dynamiques, ou le coup de l'ascenseur. Chaleur, ça, on en voit de plus en plus. Et puis je pense que ça va pas s'arrêter, donc il faut qu'on soit prêt. Est-ce qu'il y a une anesthésie récente? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose que vous ne savez pas? Parce que le coup de l'intubation, mais parfois, le tube est juste un peu gros, mais comme c'est un bulldog, on aimerait bien que ça passe pour qu'il ait assez d'oxygène. Puis, l'heure du café a déjà sonné, donc ça va rentrer, oui. Ça rentre. Et on se rend déjà compte qu'on a plus à sortir après, parce que c'est déjà modifié. C'est un truc assez classique. Problème toxique, on pense souvent pas. Il y a pas mal de choses que les chiens trouvent dehors. Et ils peuvent être le truc typique, vous n'avez rien remarqué? Ah oui, si, il a léché tout le sol après que la concierge a passé le détergent. Bah, c'est bête, mais ça peut arriver. Métabolique, ben, tout ce qui est chien diabétique. Problème toxique, je reviens avec mon gros bulldog là. Quand il a ça, vous avez déjà donné des antibiotiques. Et je peux vous garantir que la voisine en a donné puis que la pharmacienne a donné une 3e forme. Et comme l'abcès n'a pas passé, il a mélangé les 3. Donc, toujours songer, avec ce genre de chien, il y a pu avoir un problème. Et puis, ben, il y a tout ce qu'on aurait pu oublier. Donc, en résumé, essayez d'avoir un petit peu l'idée, le truc. Là, par exemple, c'est l'hiver, il fait froid. Et le chien adore être à côté de la cheminée. C'est joli la cheminée. Sauf que vous avez des émanations de produits toxiques et que le chien va se faire une belle anthracose.
tout bête, personne ne s'en rend compte parce qu'il est tout content que l'état cheminée fait chaud. Mais vous arrivez à des lésions assez importantes. Regardez la bouche du chien bêtement, parce que ça devrait peut-être vous faire penser à quelque chose. Puis le fait qu'il manque toutes les mailles parce qu'il s'est pris du 220, aussi, ça indique directement que ce qu'on va faire, c'est agir sur l'œdème cérébral et utiliser des antidouleurs et des corticostéroïdes. Ça sert à rien de mettre sous caisson oxygène, le mal est fait. Et le mal, malheureusement, il est là-dedans. Et c'est à cause de la dysfonction neurologique que le chien ne respire pas. Donc toujours essayer de voir d'où vient cette détresse respiratoire, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut avoir des informations? Regardez le chien, ça commence là, puis ça finit par la température. Comme l'examen complet reste la meilleure des examens complémentaires. Elle a parlé des pro-BNP, ça me fait toujours rire. C'est moins efficace qu'un stéthoscope ou qu'une radio. Par contre, vraiment, on a des gros doutes, oui, mais un examen complémentaire ne remplacera jamais votre expérience. Un truc simple, la SPO2, c'est toujours quelque chose d'assez intéressant de savoir où on est. Est-ce qu'on se balade largement au-dessus des 90% ou en dessous? Et quand je dis en dessous, quand on commence à approcher les 50, là, vous mettez directement la face très très triste parce que vous savez que c'est cuit. Et malheureusement, ils arrivent à 50, mais ils meurent après 12, 13, 14, 15 heures. Généralement dans d'assez mauvaises conditions. Il vaut mieux avertir les proprios avant. Si on peut faire une radio, c'est bien. Si on peut faire une écho, c'est bien aussi. Mais le principal, c'est regarder. Monitorer la fréquence respiratoire. Après, c'est en fonction de ce que vous faites, il faut que ça fonctionne. Diurétiques, corticaux, les deux, aucun des deux. Ça, c'est souvent le gros challenge. Parce que on a toujours une possibilité, mais si vraiment vous ne savez pas, mettez les deux, il doit rien mettre. Parce que quand même un œdème purement lésionnel, il aura toujours une petite accumulation de liquide. Ces bronchites chroniques, c'est une bronchite à la base. Vous faites un petit coup de furosémie, le chien arrête de tousser pour 6 heures. Ça sèche juste un peu les bronches. Ça sert absolument à rien d'autre que de rassurer le propriétaire. C'est le petit côté qui fait que vous avez fait quelque chose qui a aidé le chien. Même si, sur le long terme, c'est totalement inutile. Pour savoir, en gros, dans quelle direction je vais, rythme cardiaque, est-ce que c'est lent, est-ce que c'est rapide? Truc de base. Si c'est lent, ça ne va pas être un problème de cœur, à moins du bloc atrioventriculaire au 3e degré, mais c'est le truc que vous verrez jamais. Examen clinique minimal, mais quand même, on regarde un peu le chien, même si c'est inquiétant. On essaie d'avoir la température, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et la saturation d'oxygène si on peut. C'est vite fait, c'est pas stressant pour le chien, mais c'est des choses qu'on va pouvoir répéter pour voir l'évolution. Si il est stable, donc il n'est pas bleu, et il a une SPO2 au-dessus des 90. Là, il rentre à la maison, il n'y a pas de souci. Donc, ambulatoire. Quand la fréquence est lente, il faut se demander quelle est l'origine de ça. Parce qu'un chien qui tourne entre 60 et 80 battements par minute, il ne peut pas se promener dehors, il va tomber. Donc il y a un moment où il va falloir tricher pour augmenter sa fréquence à 100 battements minute. Donc tous les chiens qui ont des problèmes chroniques de bronchite vont avoir une irritation du nerf vague telle que ça va lui descendre la fréquence cardiaque. Et à un moment où le confort est plus assuré. Donc il faut penser à ça et on a tous les dérivés xanthines, enfin tous les dérivés, il n'en reste plus qu'un. On a encore de l'aminophiline, heureusement que la pharmacie Gindre a trouvé une source en Allemagne pour la molécule de base. Donc on trouve encore de l'aminophiline. Atropine, probantine et tout, on trouve en France, en Allemagne, on ne trouve plus en Suisse. Mais enfin, c'est quelque chose qui, à court terme, peut être utile. L'atropine, par exemple, c'est le meilleur diagnostic pour montrer que le vague a un problème. Avec une injection d'atropine, vous avez immédiatement suppression de la bradycardie. Donc, vous avez une irritation, une inflammation chronique du nerf vague et qu'il y a un problème métabolique chronique qu'il va falloir traiter au long terme. Il ne faut pas donner de l'atropine tout le temps, ça constipe affreusement. Et sinon, c'était une autre alternative. Est-ce qu'on utilise des corticos? Est-ce qu'on a des indications? Oui, non. Est-ce qu'on utilise des diurétiques en injectable? Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ça, c'est vous qui jugez. Vous avez une oreillette gauche immense? Oui, il faut un diurétique. Le chien est en pleine forme. Est-ce qu'on veut le mettre en injectable? Pas forcément. On a quand même le post-furosémide, 30 minutes après, vous en avez fait. Hein.
Donc, thorazémique, c'est un tout petit peu plus long, c'est 1 heure. La prise en charge ambulatoire, ça va dépendre du problème principal. Efficacité du traitement, surveillance de la fréquence respiratoire, c'est le truc le plus simple, ça marche très bien. Puis, essayer de dire aux gens de le faire à la maison, parce que pour moi, c'est comme ça que je gère les diurétiques maintenant. Les gens ont des dosages en fonction de la fréquence respiratoire. Si la fréquence respiratoire augmente, ils augmentent le dosage. Si on augmente les diurétiques, on pense à contrôler les reins naturellement, parce que c'est la première chose qu'on va faire. Coup de chaleur, on a de plus en plus. J'avais une baignoire dans l'ancien cabinet de Dr Ricou, je l'ai démonté, j'ai bien arrêté, parce que le coup de la baignoire, c'est quelque chose qui peut dépanner. Donc une douche, n'importe quoi, mais les petits chiens, vous pouvez les mouiller avec de l'eau et mettre de l'alcool dessus. L'alcool s'évapore, ça vous refroidit de 3 degrés immédiatement. Les gros chiens, c'est un peu plus compliqué. La fréquence cardiaque est rapide, c'est un problème de cœur. On repart sur ce qu'elle nous a dit. En cas de cyanose, ça c'est toujours compliqué la cyanose, parce que qu'est-ce qu'on fait? Un chien qui est décompensé, c'est qu'il a moins de 90%, pas 905. Et là, traitement hospitalier avec oxygénation. Elle a parlé du petit masque de pression positive, ça c'est un truc qui est excellent dans la congestion. Parce que vous avez une hypertension d'un côté, si vous arrivez à mettre une petite pression positive, même avec peu d'oxygène, on a une nette amélioration de la fonction respiratoire. Dans le cas de l'anthracose ou de l'œdème local lésionnel, aucun effet malheureusement. Comme c'est la structure qui est abîmée, vous pouvez mettre toute la pression qu'il y a. Et promener le chien, la laisse, ça marche toujours pas. Pensée, stress et douleur. Parce qu'un chien qui est paniqué n'a plus aucune fonction au niveau du diaphragme. Donc, il faut faire ce que vous voulez, il ne respirera pas mieux. Essayez de penser, il y a peut-être eu un choc. Donc, s'il y a un choc, il faut un traitement de choc. Le traitement de choc, c'est agressif. Donc, il faut savoir à qui on a affaire. Surcharge de volume, le traitement, c'est diurétique. Elle l'a fait. Si le problème est toxique, il faut un petit peu essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a eu comme problème? Est-ce que j'ai une possibilité, c'est une ingestion relativement rapide, est-ce qu'il y a une possibilité d'absorber ça? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme origine autre que ce que m'a dit le propriétaire? La bactérie purulente, la fameuse pastorelle, elle vous fait des sacrés dégâts. C'est clair que si on ne met pas d'antibiotiques, on ne va pas y aller. Des corticos rapides IV uniquement. Donc, on sait ce qu'on fait, on va à fond. On n'essaie pas de commencer à dire je prends de la prénisolone par oral, 1 mg par kilo tous les 2 jours. À 0. Si on a besoin de corticos, on prend les corticos rapides en IV et puis full dose. Et comme la plupart du temps on a besoin de 1 ou 2 injections, on ne va pas faire de dégâts. C'est clair qu'on ne peut pas faire ça 10 jours de suite. Diurétique, c'est toujours le premier choix en cas de surcharge de volume ventriculaire gauche, c'est clair. En cas d'hypertension artérielle pulmonaire, oui mais non, compliqué. On peut faire du dégât avec un diurétique sur une hypertension artérielle pulmonaire, et en cas d'œdème lésionnel, totalement inutile. Ensuite, on contrôle. Quand on fait quelque chose, on essaye d'abord de ne pas nuire, et puis après, si on fait quelque chose, on espère qu'il y a un résultat. Le résultat, théoriquement, c'est que le chien il va mieux après qu'avant. S'il va pas mieux après, c'est pas lui qui a tort, c'est toujours le cas. Donc, en cas de traitement diurétique, si la SPO2 augmente, vous avez tout. Le diagnostic, c'est une surcharge de volume, il faut traiter au diurétique. Et après, il faut aller, on va songer comment est-ce que je peux améliorer la fonction du cœur, ça c'est du plus long terme. Persistance de la détresse respiratoire malgré hospitalisation sous oxygénation, diagnostic très sombre. Et là, je crains fort qu'ils ont le même problème en humaine, ils ont essayé pas mal de choses. Pour finir, c'est transplantation de poumon. Ok, vous voulez parler du casque? Oui, je voulais juste vous présenter un petit peu, je ne sais pas si vous avez déjà vu un petit peu ces casques. Ils l'ont beaucoup utilisé pendant le Covid chez les humains. Ça existait déjà avant, bien sûr, mais avant le Covid, mais ça a été énormément utilisé pendant cette période. Donc en fait, cette pression positive, elle peut être utilisée, elle peut être administrée soit de manière non invasive avec un casque, parfois ça peut être aussi un casque uniquement facial, et puis d'autres fois c'est
le casque entier, hein, comme un cosmonaute. Ça peut être utilisé aussi de manière invasive en intubant les patients, ce qu'ils peuvent faire en humaine, mais ils ont remarqué que quand même le faire de manière non invasive, c'est quand même beaucoup mieux. Le temps d'hospitalisation est bien réduit. Et puis c'est du confort pour les gens qui peuvent quand même voir leur famille, etc. Donc ça a été du coup adapté à la médecine vétérinaire. Donc ces casques, on les utilise ici. Ils sont commercialisés pour les humains, mais on peut les adapter à nos animaux. Alors, bien sûr, en humaine, c'est à usage unique et puis on les jette. Nous, on les réutilise tant qu'ils sont bien fonctionnels. Il y a plusieurs tailles possibles. Donc le principe de la CPAP, donc la Continuous Positive Alveolar Pressure, c'est en fait de délivrer à l'aide de ce casque hermétique de l'oxygène en quantité supérieure à ce qu'il y aurait comme oxygène dans l'air ambiant. Donc dans l'air ambiant, on a à peu près 20% d'oxygène. Dans ces casques-là, on monte à 40%. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on applique une pression, comme dans les caissons hyperbares. Cette pression, en fait, elle va garder ouvert les alvéoles et améliorer l'oxygénation du patient. La pression, comment elle est appliquée dans le casque, elle est contrôlée au moyen de valves Venturi. Et puis, on la module aussi en fonction de la pathologie. Moi, quand j'ai acheté ces casques, j'étais un petit peu me pencher sur comment ils sont utilisés en humaine. C'est pas si facile que ça, parce qu'il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Et puis, les pressions, en fait, c'est vraiment les intensivistes qui utilisent ça. Et puis, les pressions qu'on applique dans le casque, pardon, elles peuvent être assez différentes selon la gravité de la lésion et de l'œdème. Donc, voilà, comme je vous ai noté, les bénéfices, qu'est-ce que c'est de réduire les résistances dans les voies aériennes. D'ailleurs, on peut l'utiliser aussi pour les réveils des brachycéphales, des bulldogs, parce que des études ont prouvé que ça a diminué l'œdème du larynx. Ça réduit le travail respiratoire, ça aide à recruter les surfaces qui sont atelectasiées, ça garde les voies aériennes ouvertes dans toutes les phases de la respiration. Parce qu'il faut se dire que même si vous donnez un air riche en oxygène, le poumon, il se gonfle et puis il se collapse. Tandis que là, en fait, vous avez le poumon qui s'ouvre et puis la pression fait qu'on le garde ouvert, en fait. Quelles sont les indications? Donc, ça peut être des pneumonies, ça peut être aussi, je suis désolée de te contredire, des œdèmes non cardiogéniques. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans certaines études qui sont appliquées aussi aux animaux. Ça peut être des COPD réacutisés, ça peut être des hémorragies pulmonaires. Par contre, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans les cas de fibrose pulmonaire. Typiquement, le Westie, avec sa fibrose pulmonaire, malheureusement, ça n'a pas d'intérêt là-dedans. La seule chose, c'est qu'effectivement, dans le cas d'un œdème cardiogénique, on va le mettre quelques heures et l'animal, il va se réoxygéner vraiment rapidement. Donc, on ne l'utilise pas pour tous les œdèmes cardiogéniques, tous les œdèmes qui se présentent, mais ceux qui sont extrêmement sérieux, bien sûr. Parce que, bien sûr, pour mettre l'animal tolère ça, surtout un chat, il faut qu'il soit quand même pas bien. Et vous aviez une image d'un sphinx avant il n'était pas sédaté, il était complètement un peu out. Et puis, il a très bien toléré du coup le casque. Mais effectivement, dans les œdèmes, on a eu ici un petit chien en pneumonie grave malheureusement après un détartrage, et lui, il est resté 2 semaines. Pas 2 semaines sous le casque, c'était un peu le casque quand il n'arrivait plus à respirer, un peu la cage à oxygène, donc 2 semaines en tout ici. Et il y avait des phases où quand la saturation frôlait les 80, où on pensait que c'était un peu la fin. Le casque l'aidait quand même un petit peu, bien que on n'avait pas une saturation qui montait à 95 comme on pourrait l'attendre avec un œdème cardiogénique. Du coup, voilà, les candidats, ça peut être des animaux, c'est des animaux hypoxémiques avec une détresse respiratoire aiguë. On n'utilise pas de manière courante, c'est vraiment dans des situations
assez particulière. Et en soi, le coût de ces casques n'est pas très important. Le problème, c'est de comprendre un peu comment ils fonctionnent et aussi que ça a une demande en oxygène très importante. Ça consomme énormément d'oxygène parce que vous devez le brancher il faut qu'il passe 10 minutes d'oxygène. Donc, si vous êtes aux bouteilles, là, vous les voyez descendre énormément. Si vous êtes avec les compresseurs, c'est là qu'on se rend compte qu'il ne délivre pas vraiment 10 minutes parce que le casque, il peine un petit peu à se gonfler. Et s'il n'est pas complètement gonflé, c'est qu'il n'y a pas un très bon turnover dedans de l'air. Donc, ça consomme beaucoup d'oxygène et du coup, il faut reverser quand même ce coup-là sur les propriétaires, avertir que voilà, c'est une thérapie qui peut coûter un petit peu. Donc, voilà, c'est tout. Je laisse quand même les questions pour Christophe, parce que vous n'avez pas eu l'occasion de lui poser quelques questions sur sa partie très intéressante. Si vous avez encore à lui demander. C'est la saturation métabolique. Maintenant, le bar est ouvert, alors de toute façon, on ne part pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Oui. Il y a quand même une question en ligne. Ah, Je vais génial. donner la parole à Elina. Elena, je Oui, crois merci. que tu avais une question à poser. Oui, vous m'entendez? Oui, je voulais juste demander au sujet de la cortisone pour les œdèmes non cardiogéniques, parce que en Angleterre et aux États-Unis, enfin, je pense qu'en général, la culture envers les cortisones est assez différente. Mais les urgentistes là-bas disent toujours que ça ne fait pas de différence d'utiliser la cortisone. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il y a des études plus récentes qui ont montré une différence. Je pensais que même chez les humains, il n'y avait pas de différence si on utilise les cortisones chez les œdèmes non cardiogéniques, chez les humains non plus. Mais ouais, est-ce que il y a eu un changement récemment dans les études? Alors ça n'est pas récent du tout. Effectivement, ça n'a toutes les formes de prédnisolone, par exemple, n'ont absolument aucun effet, que des effets délétères. Donc il y a uniquement la Dexa ou le succinate de méthylprénisolone en dose de choc et en dose courte. Maintenant, oui, pardon, quand je disais cortisone, je voulais dire enfin, tous les corticos en fait. C'est ça oui, que je voulais dire. les stéroïdes, les dérivés de stéroïdes d'urgentistes. Il y avait un trend uniquement, et ça n'a jamais été prouvé statistiquement qu'il y a une amélioration. C'était uniquement un trend. Statistiquement non significatif, effectivement. D'un autre côté, c'est ça où on fait rien. Ouais. Non, il n'y a aucune validation, à part chez le chat, sauf erreur, une ancienne étude aussi mise en encore. Mais chez le chien, il n'y a de toute façon aucune étude suffisamment documentée pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas assez de cas. On ne peut pas faire un suivi sur 100 cas sur des choses qu'on voit tous les 10 ans. Oui, oui. Mais si chez les humains, il n'y a pas d'indication. Alors chez les humains, c'est contre-indiqué, oui, parce que le métabolisme et la pharmacocinétique de la dexaméthasone chez l'humain est complètement différent. Et vous avez un ratio thérapeutique toxique qui est complètement différent. Donc chez l'humain, ça n'est pas utilisable du tout. Chez le chien, ça l'est potentiellement. Chez le chat, c'est recommandé. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les personnes qui sont à distance? Je remercie. On va avoir un coup de chaleur. Ouais. Je remercie aussi Meringer d'être venu nous donner leur soutien. J'ai amené quelques petits dépliants. Je veux juste attirer votre attention sur leur nouvelle application. Moi, j'utilisais jusqu'à maintenant celle que je connaissais, c'était celle développée par Seva, l'application sur le téléphone pour mesurer la fréquence respiratoire au repos pour les clients, pour qu'ils puissent, de manière un petit peu, un peu plus ludique, disons, même s'il n'y a normalement pas vraiment besoin de ça, mais en fait, les gens, ça les rassure. Ces applications, elles permettent de savoir bien comment prendre la fréquence respiratoire, l'enregistrer,
envoyer si possible à leur vétérinaire ou à leur cardiologue. Et donc, Boehringer a développé aussi une application. Donc, il y aura bientôt aussi disponible des petits flyers pour les clients où ils pourront juste scanner le QR code, hein, c'est ça? Comme ça, ils trouveront directement l'application, la télécharger. Les gens apprécient pas mal ça et c'est vrai que c'est pas mal ce qu'ils peuvent nous envoyer après les graphiques. Enfin, je ne sais pas si vous avez aussi des graphiques qui se forment, mais sur SudSeva, il y a des petits graphiques qui se forment. Et c'est assez intéressant pour le suivi, par exemple, des insuffisances mitraux. Moi, je dis toujours aux gens ce qui me disent « Ah, mais est-ce que je dois vous avertir si c'est 32 ?» Non, c'est plus vraiment la tendance, hein, si c'est une tendance qui augmente. Et là, s'ils ont une application, ils vont le faire aussi de manière plus fréquente que si on leur dit juste « Vous allez le regarder de temps en temps ». Donc, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils nous ont amené. Voilà. Et merci beaucoup. Merci. Merci.